et bienvenue dans cette journée extrêmement spéciale de LFL. On aurait adoré être avec vous à Aix, mais on vous entend crier depuis Paris. On vous a entendu acclamer les joueurs dans la présentation et ça nous fait extrêmement plaisir de retrouver cette belle ambiance de salle. Le pré-show aujourd'hui sera en compagnie de Marex et de Tréton. Comment ça va, messieurs, en commençant par Tréton? Écoute, ça va très très bien, la petite ambiance met bien, les photos aussi sur Twitter avec le compte OTP, etc. De voir les gens un petit peu, ça fait plaisir. Les communautés de fans, les ultras Hornets, les ultras Vitality et les ultras du Blue Wall, main dans la main avec leur bannière pour défendre dans la meilleure ambiance possible les couleurs de leurs équipes. Ça fait extrêmement plaisir de retrouver le fair play des fans français en event. Et aussi Maris, du coup, comment ça va? Bah ça va très bien, content de voir un petit peu toute cette ambiance. C'est un peu une première pour moi. J'ai jamais eu l'occasion de commenter en live devant des gens. Bon là c'est pas vraiment le cas, mais Tréton, toi je sais pas. Mais en tout cas ça m'est bien. Plaisir de voir que tout le monde est motivé dès la première intro, dès le premier bumper, et ça va être une grosse soirée en vrai. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'ambiance à Aix. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se mettre le récap vidéo de ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque ça y est, on est vraiment dans la dernière des dernières lignes droites de la LFL. Il reste une journée cette semaine, aujourd'hui, et après on aura la Super Week la semaine prochaine. Donc on touche au but. Ça va être très très important, et dès aujourd'hui les places vont coûter très très cher. Les victoires sont archi importantes pour beaucoup d'équipes, et elles sont très importantes pour les LDLCEL qui ont même sécurisé la win la semaine dernière contre le MCS avec une game assez pixel perfect. Encore une fois, Eka extrêmement dominant sur sa Syndra, il a été purement très très bon. Du côté de Hexakick, on a joué Thresh à Phelios, sûrement la meilleure botlane possible pour les LDLCOL. Ouais, les LDLC qui continuent de montrer leur gros champion pool. Ils sont pas tombés avec les deux petites défaites avec le Mundo. Il y avait eu un manque de réussite, on se demandait s'ils allaient se relever ou non. Ils ont directement validé derrière, ils sont en 8-6 en très bonne posture pour les playoffs. Le match d'après, c'était BDS contre Solary. Pareil, des matchs très importants avec BDS qui revient en forme, qui remonte les places du classement. Solary aussi qui se bat pour les playoffs. Et BDS qui était sur 5 victoires d'affilée et qui tombe sur des Solary ici intraitables, qui les ont martyrisés, qui ont fait une superbe game avec le Ziggs de Asa qui était purement pixel perfect. La Irelia aussi que l'on revoit de plus en plus. Enfin bref, une méta assez bien comprise, je pense, du côté de Solary, avec en plus de cela le Mundo sur la top lane joué par Elif. Ouais, une méta bien comprise. Alors on verra aussi du côté du Trésor Day, je crois qu'il y a 2 joueurs Solary qui ne seront pas sur place, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas les infos, qui joueront à distance, on me reconfirmera ça plus tard. Le match d'après, Gameward contre Carmine. Carmine qui était un peu dans un slump récemment. Ouais, c'était un petit peu délicat. Les Game World qui ont dérangé durant tous les matchs la Carmine finalement. La première fois c'était avec ce Rise de Toucouille, mais la Carmine avait réussi à comeback la game. Ici ça a été un petit peu plus délicat, une game pas mal disputée, et surtout vraiment le retour en force de Game World qui, au pied du mur, au moment où ils n'avaient plus le droit de perdre des games, se sont réveillés, et là on voit le potentiel individuel des joueurs qui ressort dans ces parties. Jusqu'où vont-ils aller? Ils ont encore beaucoup à faire pour aller accrocher ces playoffs parce qu'ils reviennent de très très loin, mais avec ce qu'ils ont montré dernièrement, c'est possible. En tout cas, il va falloir continuer cette streak pour Gameward, c'est obligatoire. Ouais, et Toucouille qu'on aura le plaisir de voir jouer sur scène. Toucouille qui était dans un match-up qu'il aimait bien, de l'Ariana contre l'Image Control. Gamers Origin contre Vitality B, avec des Vitality B qui trustent la première place. Ouais, encore un très très gros match, un très très gros skins aussi sur un Olaf. C'est pas forcément le champion sur lequel on le voit le plus. Diplex qui a été monstre sur son set, encore une fois un zig sur la botlane, et vraiment des Vitality qui ont été extrêmement bons et qui ont pulvérisé les Gamers Origin et ceux des l'early game. Et pourtant, les Géo actuellement sont une équipe qui se respecte en LFL, mais les Vitality sont au-dessus. Ouais, ce qu'ils ont montré les Vitality là-dessus, c'est au niveau du champion pool, c'est pas forcément ce qu'on imagine les joueurs jouer. Tout ce qu'ils ont draft finalement, et ils l'ont très bien exécuté. Petit coup dur pour les Géo, fin de leur série de victoires, et un compteur de victoires pas super élevé pour les playoffs, mais c'est toujours faisable pour eux. Et dernière game, Miss Première contre Easy Dream. Des Easy Dream qui sont auto-lose finalement, qui ne pourront pas avoir d'espoir pour les playoffs, et peut-être des Misfits premières qui avaient besoin d'une game comme ça pour remettre le pied à l'étrier. Totalement, les Misfits, c'est peut-être la plus grande surprise de ce split, c'est qu'ils sont plus du tout aussi dominants qu'en Spring Split. Ils étaient vraiment l'une des top 3 équipes, et ce largement. Actuellement, ils ont un petit peu de mal, leurs playoffs ne sont pas du tout sécurisés, et ça doit leur faire du bien de prendre des victoires qui sont ô combien importantes maintenant pour eux. Ouais, sachant qu'on regardera un petit peu les fins de planning pour chaque équipe, parce que tout le monde n'a pas un planning aussi facile. Voilà, il y a quelques grosses équipes qui vont devoir passer par un planning peut-être un peu plus compliqué. Voilà, on a le classement provisoire. Carmine, Vitality premier au coude à coude.
mais les Vitality, enfin il y a un gros match à jouer, c'est beau. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait très bien les choses. On a forcément la première place qui va se jouer ce soir. Et derrière, il y a aussi beaucoup de gros matchs que l'on verra avec l'agenda. Mais il y a vraiment énormément d'enjeux cette semaine. On le voit, le classement est plus serré que jamais. Il n'y a que 5 places pour aller sécuriser les playoffs. Et même Gamers Origin et GameWorld sont loin d'être out actuellement. Ouais, ce qui est dingue, c'est que dans ce petit nœud d'équipes qui sont tous au milieu du tableau, comme tu l'as dit, les Géo et les GameWorld sont un petit peu derrière. Mais dernièrement, c'est peut-être ceux qui ont montré des choses les plus convaincantes en game. Donc finalement, c'est serré à un point vraiment phénoménal. Et il y aura beaucoup de réponses pour pas mal d'équipes dès ce soir. Parce qu'on le rappelle, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, il restera 3 matchs de saison régulière. Et ce seront les derniers pour décider qui iront en playoff. Donc ça va aller très vite. C'est ça, lundi, mardi, mercredi, avec peut-être des tie-breaks. Alors, il y a quelques joueurs qui vont faire leur première scène, voilà, en vrai. Parce que c'est vrai qu'avec la disparition de beaucoup d'Elan cette année, avec le manque d'événements, on a voilà, des petits jeunes. Alors, pas tous aussi jeunes les uns que les autres, mais des petits jeunes généralement, qui vont devoir peut-être tenir la pression d'une scène avec public. Toi, Tréton, qui les connais un peu mieux, lequel de ces jeunes, d'après toi, a le mental le plus solide pour soutenir un stage ? C'est compliqué à dire. En réalité, forcément, il y a pas mal de stress. Je pense que je pencherais vers un Mersa. Il a l'air d'être vraiment très très bien dans ses bots. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui actuellement, donc il devrait pas avoir trop de soucis. En plus, avec Gamers Origin, il doit être bien préparé. Mais pour ces 5 joueurs, ça va être vraiment, je pense, une journée assez spéciale. Pressé, évidemment, de voir comment nos Cariadés français vont s'en sortir, parce que Genix et Xatic, leur première scène à eux aussi. Et on a un envoyé spécial qui est sur place, qui sera aux interviews et qui sera nos yeux, nos oreilles et aussi notre bouche du côté d'Aix-en-Provence. Yo Twixou, comment ça va ? Est-ce qu'on est bien, Aix ? Messieurs, dames, bonsoir. Ça va ? Écoutez, ça va ? Il y a l'air d'avoir une ça belle va, ambiance. messieurs ? Je ne peux pas parler. Je n'entends rien. Écoute, Tréton, c'est pour toi. Oh, c'est grave. Pour Cardage, s'il te plaît, pour Cardage un peu. Ah, merci beaucoup, Aix. Bonsoir, messieurs, directement depuis Paris. J'espère que vous allez bien. Vous allez forcément moins bien que moi, puisque ici, c'est une ambiance assez folle. Les fans sont extrêmement déchaînés. C'est incroyable. Et on a les joueurs surtout. On a les joueurs. Là, on a le premier match de la soirée qui se prépare, bien sûr. On a les BDS, on a les Misfits. Regardez là, Jack Troll, il y a Moonlight, il y a tout le monde. Say hi, say hi. Et bien sûr, de l'autre côté, moi, je l'ai en vrai, les amis, je l'ai en vrai. C'est Papy Delas. Papy Delas, il est là. Papy Delas. Voilà. C'est que du plaisir, on a enfin la possibilité de prendre le contact. Et regarde Tréton, j'ai même appris un truc à notre super public. Aix-en-Provence, ça va ? C'est pour toi Tréton. Donc voilà, j'espère que vous prendrez au moins autant de plaisir que nous. Nous, on sera là, bien sûr, pour toutes les interviews post-match, etc. On prendra la température, on aura des informations fraîches. Et bien sûr, messieurs, directement depuis les studios de Paris, regardez un petit peu ce que la LFL, c'est vraiment. Je trouve ça fabuleux. C'est quoi la LFL ? Ils sont plutôt déchaînés. Il y a des ultras de tous bords, d'absolument tous les bords. Et ils sont extrêmement énervés. Les rivalités sont maximisées. Ce soir, on a une bataille pour la première place. On a des batailles pour les derniers slots en play-off. Il y a plein d'histoires qui se jouent ce soir. Comme le disait Noisière, dans sa grande disgrâce, bien sûr, le hasard fait bien les choses. Et voilà, en tout cas, moi, je suis ravi d'être ici, ravi d'être loin de vous. Pour une fois. Et je vais vous laisser terminer ce pré-show. J'espère que la préparation s'est bien passée, puisque je n'ai absolument rien fait. Et d'habitude, c'est moi qui m'en occupe. Et donc, je vous laisse un petit peu dans votre mouise. On leur dit au revoir, on les laisse reprendre. Feu Tréton. Allez, feu Tréton. À vous les studios. Et je confirme que Twix n'étant pas là, la préparation était absolument pixel. C'est donc des questions qui se posent sur son utilité en temps réel. Mais je pense que c'est surtout Tréton qui a carry. Surtout qu'en plus des diffamations, j'ai déjà préparé tout seul des pré-shows, donc il diffame de fou. Moi, ce qui me termine, c'est qu'il a dû, pendant 30 minutes, préparer la foule à crier fuck Tréton. Et rien que pour ça, c'est quand même Twix.
Attention. Je suis pas sûr, hein, j'ai l'impression que ça venait du cœur. Hein. J'ai l'impression qu'il a pas Non. fallu leur demander grand chose et que tout le monde s'est prêté volontaire pour crier fuck Tréton. Si ça venait du cœur, ça aurait été fuck Carnage. En tout cas, on va passer au planning. On a encore beaucoup de choses à voir, notamment deux focus sur le premier match et bien sûr sur le banger absolu Vitality contre Carmine. Voilà le premier match qui sert le premier focus Misfit première contre BDS. Un match extrêmement important. On joue les places playoffables. Juste ensuite, on enchaînera par Easy Dream contre Gamers Origin. Est-ce que Gamers Origin pourra tenir la pression du stage? Voilà, vont-ils jeter des parties on stage? Surtout Easy Dream à domicile. Petit avantage pour eux. C'est vrai. Non, c'est vrai. Easy Dream à domicile. MCES un petit peu aussi. MCS un petit peu dans le sud. Après, on aura le LDLC contre Solari qui est aussi un des matchs, on va pas forcément parler durant ce pré-show, mais qui est aussi très très important pour les playoffs avec deux équipes qui sont tout de même pas mal en forme. On enchaînera sur forcément le match pour la première place Vitality B contre Carmine. Un match sur le papier, eh bien c'est très dur de pronostiquer un gagnant parce qu'en plus c'est probablement les deux structures avec la plus grosse fanbase et dans la salle on a vu les images, les deux fanbases ont répondu présentes. Pardon. Ouais, tout à fait. Le niveau est au max pour les deux équipes. Pour la Carmine, on le reverra aussi, mais la petite vidéo du match of the week, elle est pas mal. On veut se rassurer, se remettre au top niveau. Pareil, côté Vitality, c'est la même chose. On veut être au top pour les playoffs, les EU Masters derrière et avoir la première place. Parce que là, le gagnant de ce match-là a quand même de grandes chances de vraiment finir premier suite à la semaine prochaine, parce que s'il y a égalité, il y a le head-to-head, etc. Et du coup, c'est super important pour les deux équipes car tu es directement en finale, directement dans le main event des EU Masters, peut-être juste en gagnant ce match-là. Donc l'enjeu est juste phénoménal pour les deux équipes qui en plus sont juste les meilleures équipes peut-être en dehors du LEC. Donc merci pour ce show, quoi. Complètement. Et on a encore beaucoup de choses à voir. Donc on va tout de suite rentrer dans les focus. On va commencer avec quelques stats sur BDS contre les Misfits première. Avec alors des stats, certes, les stats de la saison, mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé. BDS est fortement remonté. Misfits première a un gros slump. Ouais, sur l'état de forme, on mettrait tout de même les BDS un petit peu devant, mais il faut dire les Misfits premières en termes d'early game pur et dur. Quand même, c'est plus les rois comme en début de Summer. Ça reste tout de même une équipe qui est très très solide en phase de lane. En plus de cela, on stage, des joueurs qui sont très très habitués, par exemple avec Woolite et Jack Troll, on les attend aussi très très fort ce soir. Et qui Woolite, Jack Troll, Woolite, des joueurs d'expérience qui ont joué sur la scène du LEC. Donc voilà, qui ont l'habitude du stage, là où c'est peut-être beaucoup moins vrai du côté de BDS. On va passer tout de suite à la rencontre entre les top laners parce qu'il y a de l'affrontement entre Aibo et Aggressivo, deux joueurs qui normalement sur des carries sont assez réputés. Ouais, tout à fait. Ice Bisto, petit chouchou de Twix d'ailleurs, qui est vraiment monstrueux durant ce split. Honnêtement, l'un des meilleurs joueurs du split, même s'il n'est pas forcément dans l'équipe, je crois. Ouais, clairement. Même s'il n'est pas forcément dans l'équipe qui est la mieux classée, il a toujours su se démarquer, toujours très solide, très constant. Et honnêtement, sans la puissance de Ice Bisto, les BDS n'auraient peut-être pas fait ce super comeback. Et là, on peut voir par rapport au début de saison et à la suite de la saison, il y a vraiment une montée en puissance chez ce joueur et ça se ressent dans toute l'équipe qui joue super bien tout simplement actuellement. Et qui joue aussi beaucoup pour le topside. On voit, mais après on a pu voir quelques stats du côté de la Corée en ce moment. Le DPS des top laners qui normalement est quand même un peu plus bas et vers les 25, 28, 30% pour les meilleurs top laners du monde. Donc on sent vraiment l'importance de cette lane et donc l'importance de ces deux joueurs. On jette maintenant un coup d'œil au match-up dans la jungle parce que voilà, ces top laners se battent rarement seuls. Et dans cette jungle, eh bien, on aura Blurzor et Schlatan. Avec Blurzor, le First Blood King. Tout à fait, deux profils qui se ressemblent pas mal. Ça se ressent un peu au niveau du DPM, KDA, mais surtout au niveau des champions joués et de la méta qui est en train d'arriver. Il y a de plus en plus de carry. On devrait voir un petit peu plus de Nidalee, ce genre de choses. Et c'est vraiment ce que ces deux joueurs-là veulent tout simplement au niveau de la jungle, pouvoir se démarquer avec de la Nidalee, du Lee Sin, etc. Ils ont un profil très similaire. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner, et surtout au niveau de la draft. Comment ça va un petit peu définir le match-up entre les deux, parce que c'est vraiment les deux junglers, je pense, qui se ressemblent le plus dans la ligue, tout simplement. Ouais, deux top laners agressifs qui jouent des carries, deux junglers qui se ressemblent. On va voir ce que ça va donner. Ce sera le premier match de la soirée et
avant de passer au deuxième focus, Tréton, tu nous as proposé un petit teamfight à la loupe MCVS Carmine Corp. Merci. Je te laisse le plaisir de nous présenter cette merveille. Il a déjà tellement bien présenté, mon cher Noah, ça fait plaisir par rapport à Je, tout. je te mâche le travail, je te donne directement dans la bouche. Ah mais c'est juste parfait, mais je suis pas habitué avec tout. Imprègne-toi de cette image. Mais juste merci mon cher Noah, parce qu'avec Twitch je suis pas habitué à ça. Vraiment un excellent travail de host de ton côté, Carnage qui va pouvoir nous lancer la loupe. Et en effet, c'est une loupe avec la Carmine Corp, avec un teamfight, avec un Aurelion Sol, s'il vous plaît messieurs, contre des MCS qui se sont particulièrement bien battus, qui eux ont une Lilia sur la mid lane. Donc forcément dans un teamfight il se passe des choses très très particulières. On va le voir, c'est Tonnerre qui va engager directement. On vous met bien évidemment le fight en vitesse normale pour que vous voyez un petit peu ce qu'il se passe. Après on va décortiquer tout cela. Il y a eu beaucoup de détails très intéressants mon cher Noah. Ouais, bah notamment, on se rappelle un peu de ce Aurélien du côté de Saken qui nous avait promis mondes et merveilles. Tout à fait, et pour le coup, je sais pas s'il ressortira, ça m'étonnerait même parce qu'il a été nerf, malheureusement, le cher Aurelion Sol, mais c'est vrai qu'il a sorti au moins une fois dans la ligue, et pour ça, on peut tout de même respecter Saken avec aussi le Ezreal de Mati, qui devient de plus en plus emblématique. Mati qui prend vraiment de plus en plus de place dans la Carmine Corp sur ce split qui est vraiment excellentissime en ADC. Et notamment qui nous avait sorti une game absolument fabuleuse sur son Ez. On peut le revoir dans la re-engage de Carmine Corp. Dans le flash-in, dans le dash-in en permanence du côté de la Carmine, du côté de Mati, forcément une Ezreal centrique. On a mis dans les points Aurelion Sol parce qu'il fallait forcément, c'est un champion que l'on voit si rarement. Et évidemment, tu veux fight pendant très très longtemps avec Sol, avec Aurelion Sol, avec Ezreal. Dans le temps, tu as deux champions qui sont extrêmement forts. Et dans le temps, Aurelion Sol, c'était vraiment un pick qui donnait de l'espace à un Edakari, notamment à des Caitlyn par exemple, et avec un S, eh bien ça peut marcher. Et de l'autre côté, par contre, c'est beaucoup plus un combo all-in avec Lilia Ziggs. On veut véritablement one burst avec un Lee Sin si possible, avec un méga Gnar. Ils ont énormément d'engage avec le Nautilus aussi de Moobs. Par contre, en late game, comme on n'a pas d'AD carry, on peut venir à manquer un petit peu de dégâts. Et ça a d'ailleurs été un petit peu le souci dans ce teamfight. Ouais, c'est surtout qu'on avait beaucoup d'AP de leur côté et qu'en face on a su stacker les résistances magiques et le late game était tout de suite plus simple. Et on le voit en termes d'itemisation, c'est très important. Il y a 2 QSS de récupérer sur le Aurelion et sur la Ezreal. Pour la MR dont notre cher Marax parlait, c'est très important, mais aussi pour le slip de Lilia, qui est le combo phare du côté des MCES. Et notamment ce petit Mundo, ce Mundo qui, dans les compositions un peu trop AP, qui a su se faire sa place. Et Cabochard qui a fait une game de fou, qui est niveau 16, donc un Mundo niveau 16 contre une composition avec beaucoup d'AP, ça fonctionne très très bien. On peut voir ici Targamas, qui déjà directement à l'œil a une position de flanc qui est très très intéressante, ce qui va beaucoup perturber la MCES, qui eux ont envie de jouer le dragon à tout prix. Ils avaient tout de même bien préparé la vision. La MCES qui montait aussi en puissance en termes de macro en mid-game. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé pour MCS dans ce teamfight, Tréton? Eh bien, ce qui s'est mal passé, c'est que Targamas a réussi à trouver une engage très rapidement sur le méga Gnar qui fade de Doxy. Du coup, Doxy est forcé de jump out. Ça va permettre à Mati directement de dash in, de mettre beaucoup de pression. Plus de jump en plus pour ce Gnar qui doit maintenant reculer, qui doit temporiser. Et ça permet à la Carmine Corp de s'avancer vers ce pic du dragon. Alors oui, il s'avance, mais normalement, il y a ce fameux combo, le berceuse, ulti, la grenade ASM. Il y a des armes. Il y a des armes et c'est ce que l'on va attendre de leur côté. Il y a aussi du poke avec TG qui essaye d'envoyer ici ses bombes avec son Ziggs. Il y a aussi du poke du côté de Mati. On essaie de s'envoyer des skillshots des deux côtés. Mais la chose importante, c'est Tonnerre. Est-ce que Tonnerre va réussir à go in? On voit ici Saken qui met un petit stun, qui met un petit peu de pression. On essaye de rentrer à tout prix sur le dragon. Syncroft qui va directement go in. Gueule de smite bien évidemment. Et surtout, le flash-in de Tonnerre sur 3 joueurs. Malheureusement, il flash sur 2 joueurs qui ont une QSS et sur un joueur qui est un Alistar qui peut juste ultimate ici. Pendant ce temps, le smite a été récupéré par Bukada. Et du coup, normalement, grâce à ça, on va réussir à disengage, à pas prendre trop de pertes, même si sur ce burst, voilà, on voit la double QSS, on prend du dégât. La double QSS est parfaite. L'ultimate du Ziggs pour essayer de follow-up pour utiliser ce fameux combo qui fonctionne pas très très bien, qui poke certes Mati directement au dashin avec un ultimate de Syncroft qui arrive dans la mêlée à faire le travail. Le Z du Ziggs est très très important parce que ça va permettre de terminer très rapidement le Xin Zhao. La Lilia de Tonnerre, elle, est déjà tombée. Et on va réussir, là voilà, du côté de la Carmine Corp, alors qu'on est quand même un peu mal engagé, à temporiser un petit peu et offrir de l'espace à Ez. Il temporise, Mati est bien, les MCES ont un méga, Doxy tente de se projeter vers l'avant, on va essayer d'aller chercher Mati, malheureusement on va le voir, en termes de vision, on se fait un petit peu avoir parce qu'on n'a pas la vision dans ce bush, on ne voit pas ce que Mati fait, et pour la MCES, c'est extrêmement dur de continuer de chase sans cette fameuse vision. Du côté de Mati, on va pouvoir le voir, lui il a préparé tous ses spells, il a préparé un ultimate, il a out, il est prêt à DPS. Et petit manque de mana peut-être pour TG aussi sur cette fin de fight. Ah, c'est compliqué pour ce Ziggs, on n'arrive pas véritablement à follow-up. La stopwatch, elle est parfaite sur le Q-spell de Doxy, il arrive à temporiser parfaitement. Maintenant, c'est Saken qui va re-engage, flash out instantané du côté de Bukada. Et la Moom se dit, c'est peut-être son moment, il peut re-engage, mais il restait l'ultimate du Aurelion Sol qui va être archi clutch. TJ qui ne peut pas follow-up, qui ne peut pas mettre de dégâts sur Saken. Et du coup, on arrive à re-engage, Mati va pouvoir jump in et il va pouvoir faire le fight quasiment à lui tout seul. Et le Mundo là-dessus qui trouve un ulti et qui fait office de front lane. Et à l'image de cette game, le Mundo qui, avec autant d'HP, contre aussi peu de dégâts en face,
pas de mid laner et un Ziggs qui n'a pas de mana, et bien le Mundo est censé être tout simplement invulnérable dans ce fight. Du coup, pour la Carmine, on peut sonner l'engage et le chase sans souci. Mundo sera là pour clean up le travail. Mati flash in, il met tout, Targama essaie de temporiser un maximum Sognar, on essaie de temporiser aussi pour Moves, mais le fight est déjà perdu, TJ est forcé de flash out et le fight va pour la Carmine Corp. Et Ezreal finalement qui est à l'honneur en ce moment entre Exaki, entre ici Mati, on peut voir un peu des S qui pulvérisent des fights. Il y a beau y avoir un nerf du Divine Thunderer qui était en partie ciblé pour Ezreal. Pas de souci, on a vu des Ezreal Trinité, notamment celui de Exaki faire des folies. Donc, vous parlez d'un super Ezreal, il est héros du teamfight ici, Xmati, avec Saken pour la performance sur le sol et pour la temporisation, cette ultimate très très clutch en fin de fight. Bon, en tout cas, voilà un bien beau teamfight de la Carmine, des S partout, des hard carry, et on verra parce qu'on aura l'occasion de voir notamment Saiken contre Skins qui va arriver, et on va parler de ce deuxième focus, justement la transition est parfaite. Carmine Corp contre Vitality B, les deux équipes sont premières à égalité avec des Vitality qui reviennent en très grande forme. Tout à fait, et on le voit au niveau des stats, il y a eu des games très compliqués pour la Carmine qu'ils ont réussi à arracher. Il y a eu beaucoup plus ce scénario-là du côté de la Carmine plutôt que du côté des Vitality. C'est tout simplement pour ce cas-là que la Gold Diff à 20 minutes des Vitality ainsi que le KDA est supérieur de leur côté. On a su être un petit peu plus régulier. Par contre, au niveau des wins et des loses, c'est totalement à égalité des deux côtés. On regarde un peu la top lane maintenant, Cabochard contre SLT, mais est-ce qu'on peut dire que dans cette rencontre, ce soit la top lane qui soit vraiment à l'honneur ou elle s'efface un petit peu peut-être au profit d'autres lanes? Ça va être une véritable question parce que je pense que c'est deux joueurs véritablement de carry, que ce soit SLT ou Cabochard, pour le moment pas totalement utilisés par leur équipe. SLT qui arrive encore récemment tout de même dans le collectif, donc je suis très curieux de voir si on va oser d'un côté ou de l'autre, jouer sur la top lane et essayer de snowball un match-up qui peut aller très très rapidement, parce que vraiment ces joueurs, s'ils sont devant, avec les bons champions, peuvent 29 des games. Et on va voir si justement on est du côté carry de la force sur le top side. Ils vont être accompagnés par deux junglers. On en parlait justement, Skins qui ira affronter alors déjà Syncroft, mais aussi Saiken qui se retrouve en face, première fois qu'ils vont s'affronter on stage. Mais ce duel de junglers, alors pas vraiment le même profil pour ces deux joueurs a priori. Ouais, surprenant tout de même que le KDA à 15 minutes de Syncroft soit quand même bien supérieur à celui de Skins, alors que le KDA global ne l'est pas. Des joueurs qui honnêtement font tous les deux un très bon split. Ils font partie, je pense, du top 3, top 4 facilement de la ligue. On a beaucoup qui disent aussi que Skins est peut-être le meilleur joueur de la ligue. C'est normal, il vient du LEC. Il a aussi été très constant là-bas. Je suis très curieux de voir ce que ça va jouer au niveau des champions. On sait que Syncroft, à tout moment, peut nous sortir un petit Nocturne, un petit Zac. Skins a un Lee Sin phénoménal. Il est vraiment connu pour ce dernier, sans doute le meilleur Lee Sin de la ligue. Et ici, dans la méta, il revient de plus en plus. À voir, honnêtement, tout peut se passer. Je suis curieux de voir s'il va y avoir, par exemple, des Lilia Jungle qui vont faire leur apparition. Pourquoi pas? On avait vu Syncroft faire des games de fou furieux à la fin du dernier split, sauver la Carmine avec sa Lilia. On sait que Skins la joue aussi très très bien. Vraiment, j'attends juste de voir ce match. Et notamment, voilà, par rapport au mid laner, le duo Syncroft-Saiken qui est peut-être un des maîtres à jouer du côté de la Carmine, qui va vouloir beaucoup décaler et qui va être opposé à Diplex. Ouais, on parle beaucoup du duel à distance entre Saiken et Skins, parce que la dernière fois qu'ils ont joué, ils jouaient ensemble tout simplement. La dernière fois qu'ils ont joué sur scène, c'était chez Vitality B, et globalement il y a aussi un gros duel contre Diplex qu'il ne faut surtout pas oublier, qui lui aussi est un énorme mid laner, et pour Saiken il y aura fort à faire. Encore une fois, c'est toujours la même chose avec la Carmine. Si Saiken arrive à avoir le push, on peut débloquer du jeu, on peut débloquer le fameux duo qui fonctionne très très bien avec Syncroft. On va passer au duo lane. Alors, on aimerait s'arrêter plus sur chaque match-up, il y a tellement de choses à dire, mais le temps file au niveau du duo lane. Xmati contre Smiley, on vient de voir un incroyable teamfight, un grand coup de Ezreal, et du côté de Smiley, alors meilleur duo lane ou pas la Smiley Hustlin? C'est une véritable question. En tout cas, en termes d'ADC pur et dur, je dirais que c'est les deux meilleurs actuellement, parce que Woolite performe pas aussi bien qu'à l'accoutumée. Je pense vraiment que c'est les deux ADC les plus en forme du moment, surtout que c'est leur méta, puisque Mati peut jouer à Ezreal et Smiley peut jouer à Aphelios, et son Aphelios est incroyable. Ouais, tout à fait. Il a même prouvé qu'il pouvait sortir du Ziggs la semaine passée, Smiley, alors que c'était vraiment pas le pic qu'on imaginait sur le joueur. Deux joueurs, comme tu l'as dit, qui sont très réguliers. Ça a joué super bien dernièrement. Ça va être un grand affrontement au niveau de la bot lane. C'est vrai qu'on parlait souvent meilleur bot lane, Slin avec Smiley, etc. Mais avec les performances de Mati dernièrement et aussi la constance de Targamas, ce dont ils sont capables de jouer, honnêtement, c'est du top niveau des deux côtés. Ouais, Targamas qui nous a déjà sorti des petits pics, nous a sorti une fois un Pike par exemple.
exemple. On a le fameux Tariq qui remonte un peu en état de grâce en ce moment. Et puis Targamas, il a aussi un train de Tahm Kench. Donc pourquoi pas un Tahm Kench qui pourrait sortir en support, mais c'est vraiment un énorme affrontement avec encore une fois un Targamas qui va essayer de se libérer de sa lane, là où un Eusline va plus être en support de Smiley et va essayer de donner un maximum d'espace à son carry AD pour carry la partie tout simplement. Et vous voyez plus Targamas du coup sur un match-up de roaming et une vraie grosse domination de lane côté Eusline Smiley. Ouais, on a un peu cette carte-là à jouer du côté de la Carmine, ce Pyke ou ce Tahm Kench qui peut toujours sortir. Par contre, du côté des Vitality, le petit plus qu'on a, c'est ce Galio, qu'on est aussi capable de flex avec la mid lane, qui est très bien maîtrisé par Eusline et qui peut rendre des drafts Vitality complètement incroyables. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer des deux côtés. En fait, c'est les meilleurs drafteurs de la compétition, Vitality et Carmine. Ils ont tellement en stock que tout peut arriver et je suis très curieux de voir ce qu'on va tenter des deux côtés parce qu'on est on stage, etc. aussi. Donc peut-être qu'on va pas oser, peut-être qu'on va oser vouloir faire le show. On verra ça. Le on stage, normalement, les joueurs ont tendance à s'abandonner à l'agressivité, à se laisser emporter par les cris de la foule. Et justement, on va regarder un peu côté early game, qu'est-ce qui se passe entre ces deux équipes avec la Gold Diff et l'XP Diff à 15 minutes de jeu. Deux équipes qui normalement sont censées être proactives en early. Bah, on voit que c'est deux équipes qui sont très très dominantes parce que tout le monde est quasiment positif à part pour la top lane du côté Vitality et SLT qui cherche encore un petit peu ses marques de ce côté-là, aussi sur la mid lane du côté de Saken. Il n'y a pas un gros échantillon de game pour il n'y a pas un gros échantillon très clairement, et du côté de Saken il est un petit peu derrière mais c'est parce qu'il roam pas mal, mais globalement c'est que de très très bons laners. À voir ce que ça va donner et à voir ce que Diplex va donner pour son premier stage. On le rappelle tout de même contre Saken en plus. Pour lui c'est un énorme test, un joueur qui pourrait peut-être faire son apparition en LEC l'année prochaine. On attend encore plus de joueurs français de toute façon en LEC l'année prochaine, hein, la France qui a le vent en poupe. Et j'aime bien voir un petit peu ces stats du côté de la Diolène avec un AD carry Vitality qui prend l'argent et du côté de la Carmine, eh bien celui qui prend les golds, c'est pas forcément l'ADC. C'est le Senna Tahm Kench ça, c'est le Senna plutôt 7 même du côté de la Carmine qui avait très très bien fonctionné et qui a donné beaucoup de gold, on l'imagine à Targamas. Et voilà, et ça ce sera le troisième match de la soirée. Quatrième match de la soirée, me corrige Tréton. Donc l'énorme focus, on le rappelle, c'est pour jouer la première place avant l'arrivée de la dernière ligne droite, la dernière Super Week finale avant les playoffs, sachant qu'en ligne de mire, eh bien, il y a les European Masters qui arrivent dans la foulée. Messieurs, on va jeter un petit coup d'œil au pronostic. Où est-ce qu'on en est? Alors honteusement, et sans me cacher, j'ai honteusement copié Rexma. Mais tout le monde a copié Marex. Mais en même temps, Marès qui a arrêté de faire des calls de la folie parce qu'on sent qu'il a pas envie de trop drop sur les dernières semaines et il a pas tenté de nous chipser. Il y a des paris qui sont intéressants. Il y a 4 Carmine contre 4 Vitality, donc forcément pour le match de la semaine, ça va être très intéressant à suivre. Au passage, tout de même, Chips qui tente beaucoup un BDS Solari de son côté. En même temps, c'est pas évident. Hein. C'est à regarder. Alors même si le Easy Dream et peut-être le Game Ward MCES sont un peu plus lisibles. Normalement, on voit Gamers Origin et Game Ward s'imposer. Concernant les autres matchs, bon, le doute est permis. On s'est tout de même encore une fois senti cool et différent du côté de Chips. Qui pourrait tomber ce soir un petit peu plus haut pronostic ou tout simplement tous nous devancer? On va pas trop faire les malins, il est premier pour l'instant, mais il a pas hésité en tout cas. Personnellement, j'ai voté contre la Carmine et statistiquement, quand je vote contre eux, ils gagnent toujours. Ouais, j'ai parié sur l'effet public, j'ai parié sur l'effet Blue Wall pour certains matchs. Alors après, j'aurais pu parier sur l'effet Vitality, beaucoup plus habitué du côté de certains joueurs à la scène. Et encore, ça se joue. Ça se discute, parce que d'un côté, il y a Cabocha, on va pas dire que c'est un petit nouveau. Saken, c'est pas un nouveau. Il y a pas de Stinkcroft non plus. En fait, il y a pas de nouveau du tout du côté de la Carmine. En réalité, le seul nouveau dans ce match, c'est Diplex, et c'est pour ça que ça va être lui qui va être très très intéressant à suivre. En tout cas, ça y est, c'est l'heure que vous attendiez tous, l'heure du début du Trésor Day et du premier match, gros match à venir, BDS contre les Misfits, première avec une ambiance de folie à Aix-en-Provence. On a Twix sur place qui nous rapporte toute l'ambiance. Ça va être génial, on se retrouve dans quelques minutes juste après l'introduction. À tout de suite sur OTP. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas vraiment à notre meilleur niveau de loin. Il est là, il arrive, regardez-le. Il traverse les cheveux, il transporte
système entier. C'est Ken qui arrive, qui trouve un premier kill. We kinda felt apart lately. We can't take the things for granted. Of course, we won new massive, but it doesn't mean shit, you know. L'arrivée peut-être, Rock, c'est pas mal fait. On va sur Targamas. On va mettre une très bonne fissure de glace derrière. Oh, Capo! Il n'y a pas les dégâts. Il n'y a pas les dégâts effectivement et la Carmine qui prend totalement l'avantage sur cet échange. Cabochard qui va tout simplement encaisser l'agression de ce qui a même lui sauter dessus. Our goal is not to get first in regular season anyway. For us, it's to focus on the playoffs and just show up in the best form possible. Petit gank qui a l'air de bien se passer, mais quel casse-tête monumental. Le Haymaker, la téléportation en défense. First Blood tout simplement en 2v3 pour la botlane des Vitality. B-Special qui a une bonne téléportation qui va pouvoir récupérer un petit kill. Mais ça lui coûtera et bien évidemment la vie. Cette téléportation, tu l'avais collé, c'est le T qui arrive derrière, peut-il temporiser? On a claqué le boss directement, on essaie de temporiser avec la zone. Est-ce que le backup arrivera assez vite du côté de Smiley qui envoie un très bon ulti ici? C'est le feu d'artifice dans la backline des BDS. Derrière le backup avec Diplex qui arrive, le stun qui va connecter. Le fait que quand tu termines premier, tu arrives directement à la finale, c'est un très gros avantage et on souhaite garder le sang. Mati qui rentre dedans, qui va demander le flash de Mati. Cabochard qui gagne énormément de temps et maintenant la Kakor qui va pouvoir briller sur ce fight. Doxy devrait tomber également, Mati. If we win there, we could surpass them. Inax face GSLT, l'arrivée de Steam, ça va être compliqué pour la DST. DGO qui va essayer de tanker avec son shield, mais ça ne suffira pas. Karim KT qui se fait emboîter par Diplex et derrière il y a Binjou qui va venir peut-être essayer d'en terminer avec ce Volibear. L'arrivée de Ronaldo peut-être dans la backline, mais Smiley qui va rentrer. Smiley, c'est le doublé pour Diplex. Vitality contre K-Corp, l'explication du haut du classement de la LFL. Avec cette ambiance de folie à Aix-en-Provence, on vous entend, l'ambiance a l'air exceptionnelle pour ce premier match qui va se jouer entre les BDS et les Misfits premières. Ouais, des BDS qui sont en recherche, on va dire, d'un pic de puissance dans ce Summer Split. Ça a commencé difficilement pour une équipe qui était quand même dans le haut du classement au Spring. Ça commence à aller mieux face à des Misfits premières qui est un petit peu, je dirais que c'est un match un peu de la crise existentielle du Summer Split. Il va falloir se remettre en ordre de marche parce que c'est deux équipes qui veulent se positionner pour les playoffs. Ouais, et peut-être que côté BDS, on a fait sa crise existentielle un peu plus tôt. On a eu le temps, on a eu Chico en interview qui avait dit que voilà, son but c'était pas d'être le carry ultime, c'était de se mettre un peu au service de Sailener qui savait s'effacer. Donc ils ont plus ou moins répondu à leurs questions avec cette remontée. Là, au Misfits première, et bien un peu à l'image de la saison précédente, leur slump est arrivé vers la milieu, fin du split, et maintenant, et bien c'est un peu la question sur toutes les lèvres, c'est peuvent-ils remonter à temps, remonter le niveau qui est le leur? Exactement, ils étaient quand même grands finalistes du Spring Split face à la Carmine Corp. Ils avaient perdu 0-3, mais ils avaient proposé quand même un très bon niveau de jeu. Je les attendais peut-être un peu plus forts dans ce Summer Split, mais c'est vrai, tu l'as dit, surtout dans un patch, on le voit, où on peut jouer beaucoup de styles de jeu différents. BDS a trouvé, je dirais, un peu plus son identité, et on va voir justement dans cette draft, donc au niveau des bans, le Xinzao, le Viego qui sont extrêmement prioritaires. On a aussi le Lee Sin qui a été enlevé, donc 2 pics de jungle très importants dans la méta, le Volibear qui est récupéré en priorité justement, et de l'autre côté on a enlevé beaucoup de poke et le Rise de Chico.
Ouais, alors quel pic pour aller accompagner ce volley du côté de BDS. Là, le blanc blind, ça peut se voir. Hein, en ce moment, sans c'est quand même Ryze, très prisé. Sans Ryze, le blanc devient un très très bon champion. Il y a assez peu de choses qui vont la counter. Après, voilà, on peut très bien match le support. Support à support, on montre pas grand chose. Nautilus d'Entrèche, c'est une réponse classique. Et ce Volibear qui n'a ni Lee Sin, ni Xin Zhao pour l'affronter dans la jungle et qui est toujours flexible au niveau du top dans le cas d'un bon match-up. Ouais, et alors on attend maintenant peut-être la Diekari du côté des missiles premières. On a pris ce Thresh. A priori, c'est pour l'accompagner d'un Varus, Aphelios ou Kalista. Je suis assez étonné que le Aphelios n'ait pas été pris du côté BDS, mais qu'on dise ok, on vous laisse. Et derrière, peut-être oui, prendre cette Kalista Nautilus contre Aphelios Thresh, c'est un classique maintenant. Hein. Ouais, et d'ailleurs voilà, le Aphelios qui ne s'est pas fait attendre du côté de Woolite et de Jack Troll. Jack Troll qui peut nous montrer de très belles phases avec le Thresh qui ne l'a pas encore joué cette saison. Après, il est tellement ban. C'est vrai, c'est vrai. Il est tellement peu là, Thresh. Il est très présent, mais très absent en même temps. Et donc c'est très bien, c'est un pick je pense qui lui va particulièrement bien. Et on va prendre cette Leblanc. Leblanc, on disait, en l'absence de Ryze, il n'y a pas tant de champions qui sont des counters naturels à Leblanc. Elle n'a pas tant de prédateurs que ça, puisque historiquement, on a Lissandra, mais qui s'est fait nerf il y a 2 ans et qui n'est jamais vraiment venu sur le devant de la scène. On a TF, mais qui est quand même, bon, c'est toujours un petit peu difficile à manœuvrer. Il y a la Syndra. Syndra, le problème, c'est le déficit de mana. Au prochain patch, Syndra contre le blanc, parfait. Je crois qu'on a vu, je crois que c'est la semaine dernière, une Syndra qui s'en était très très bien tirée. Mais effectivement, on attend le vrai 11.15 parce que sur cette tu vois, c'est fait de pulvériser. Et on est venu chercher la réponse d'un autre temps. Exactement. C'est un champion qui marche très très bien. Maintenant, Lissandra, quelles sont les conditions de victoire d'une Lissandra? C'est en effet de neutraliser le match-up direct contre la Leblanc, de se débarrasser de la lane. Mais voilà, il va falloir être proactif, c'est-à-dire pousser la voie du milieu, se débarrasser de la wave et jouer avec le jungler pour aller dive. Je suis étonné qu'on prenne cette Lissandra sans avoir assuré un bon match-up en bot lane noir. Sans Varus et sans Kalista, je pense qu'il va être ban. C'est probable, on peut aller choisir quelque chose dans la grosse agression. Après, c'est vrai qu'en termes de combo dive, pour revenir juste là-dessus, Lissandra volley, tu dives. Ah, c'est parfait. Et vraiment, si jamais ils arrivent à avoir une bot lane qui peut jouer très agressif et empêcher Woolite et Jack Troll de jouer, les BDS ils ont une condition de victoire qui est quasiment incontrable. Maintenant il va falloir trouver ce champion à la botlane. Je serais très très étonné que Misfit première laisse cette Kalista parce qu'on a une vraie compo Kalista en face. Dernier ban côté des Misfits première. Alors on a eu peur éventuellement du Jace en compo POC. C'est vrai que les capacités d'engage de Misfit première sur une base de Thresh Leblanc, on n'y est pas, là où BDS a vraiment une compo pour rentrer dedans, pour aller agresser les Misfits premières. Une Kai'Sa peut-être. J'ai l'impression que Ashe, très bien. Et du coup la réponse. Alors Jhin peut-être pas le meilleur pour dive dans le contrôle de wave. Dans le dive on a besoin de dommages réguliers. Les champions qui traditionnellement sont joués contre Aphelios en lane, on a Kalista forcément qui est dans l'air du temps, qui est très méta. Il y a aussi, comme je disais, ça va être un Jhin. Il y avait aussi la possibilité de MF, Miss Fortune, qui est un bon match-up contre Aphelios en phase de lane. Et du coup, écoute, on va jouer ce Jhin Nautilus avec la Lissandra. Et j'attends de voir quel va être un peu le point de dynamite de cette draft parce que c'est assez paradoxal d'avoir Lissandra et Jhin. Ouais, après, on a déjà vu Jhin dans des compositions très all-in. Tout le monde rentre dedans. Le Jhin met un rappel de rideau et il a fait plus ou moins son travail. Il arrive en deuxième vague pour achever les survivants. Et pourquoi pas? C'est sûr que c'est pas non plus la synergie la plus évidente, mais c'est quelque chose qui marche. Après là, j'aime bien le pick de la Camille qui va pouvoir aller jouer du flanking, qui va pouvoir justement aller chercher Jaylin qui sera un peu retardataire, peut-être un peu excentré des fights. Ouais, si jamais ils arrivent à avoir la vision, en fait, les Misfits premières, ils vont être très très agressifs parce que c'est une vraie compo pick. On a la chaîne de Leblanc, Leblanc, et on a un Zac pour l'engage. Donc on a. Alors, c'est un champion, on en parlera peut-être dans l'early game qui clear assez doucement, mais j'aime beaucoup ce côté, on a beaucoup d'outils pour créer du danger. Et si on défend la vision, ça va être très difficile pour BDS de la récupérer. Maintenant, BDS, c'est aussi recevoir avec la temporisation de Lissandra, avec l'ulti du Volibear. Et je suis très curieux de voir justement quel va être ce dernier pick, qui va probablement être le pick de top lane, pour essayer de faire péricliter la défense de Misfit première. On va jouer relativement safe. On va partir sur Renekton contre Camille, qui est un match-up avantageux en early game pour le Renekton, mais qui finit par se faire outscale. J'aurais aimé peut-être un Jax ou un truc comme ça. Après, Jax contre le blanc, c'est vraiment très difficile à jouer. Ouais, j'aime bien cette compo Misfit première. Alors pour le coup, on a ce supplément d'engage avec Zac.
Après, effectivement, est-ce qu'il fait pas un peu peur ce Zach en very early game qui doit jouer contre Renekton, Lissandra, Voli en termes de prio top mid jungle? Normalement, les missiles premières sont censés se faire laminer. Ouais, c'est pas évident. Je connais pas. Alors. Dommage, j'ai pas l'expertise pour te dire exactement sur les 3 premières waves qui a la priorité entre Lissandra et Leblanc. J'aurais tendance à dire que Lissandra ayant un Q range et Leblanc devant se commit au niveau de son corps pour prendre la wave, je dirais que Lissandra devrait être en capacité de push et ça en effet ça peut être très dangereux pour le Zach qui est très très long au niveau de son premier clear. Ouais, c'est ça, hein, qui a besoin d'un pool, qui peut s'il start. Alors ça a un peu changé, avant c'était encore un peu plus dur hein, pour Zach. Je pense que maintenant la jungle est moins farm centrique et laisse un peu plus d'ouverture. Ce qui a pu, c'est pas le premier Zach hein, qu'on voit, hein, c'est le 3e Zach qui revient dans la jungle. Donc on a eu l'occasion encore de voir que finalement passer son premier clear qui est certes un peu plus lent, ça devient cette machine à gank. De toute façon, Zach à partir du niveau 5-7, dès qu'il peut avoir son E à un niveau qui lui permet d'avoir beaucoup de range, plus personne n'est safe. Parce qu'il est toujours hors de la vision. Ouais, en tout cas voilà, ça y est, c'est prêt, les drafts sont terminés. BDS contre Misfit première à Aix-en-Provence sur scène en 2021 devant le public, c'est maintenant. La première game, le début des hostilités. On espère que vous êtes aussi heureux que nous que League of Legends revienne dans les salles. Ça nous fait extrêmement plaisir. Quel plaisir en effet de voir ces joueurs en action. Ils le méritent. La LFL qui est d'un niveau exceptionnel pour c'est quand même une ligue nationale qui est c'est la ligue nationale. Exactement, c'est la ligue nationale, mais toutes les métriques sont là en termes de niveau de jeu, en termes de personnalité, en termes de storyline, il y a tout dans cette ligue et ça fait vraiment plaisir justement de la voir s'incarner en chair et en os. Et on a une petite pause technique, c'est normal. Et oui, c'est la première de la journée. Je crois qu'il y avait un petit problème du côté de Chico sur la mid lane de BDS. Ça va être résolu assez prochainement. Et voilà, voir ces belles bouilles de joueurs, avoir cette douce chevelure soyeuse de Woolite. Je trouve ça génial parce que c'est vrai que c'est quand même, on les voit en interview. Mais tu as quand même tout ce langage corporel de la scène que tu perds quand ils jouent chez eux. Et là, tu peux voir l'anxiété, la réaction, la frustration sur un play. Et ça fait partie pour moi du folklore de la compétition de pouvoir voir ce genre de choses. Et au-delà de ça, hein, historiquement, on a toujours eu des équipes qui étaient plus ou moins à l'aise on stage. On peut penser peut-être à une grande référence, alors que les plus jeunes spectateurs de League of Legends ne connaîtront pas forcément, mais le fameux Buff Gambit Gaming, M5, ouais, qui était absolument flairantissime en online, mais dès qu'ils arrivaient on stage, ils se transformaient en véritables démons. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient extrêmement forts, on se souvient forcément de cette épopée, je crois que c'était aux IPL 4, où ils avaient battu back-to-back les Azubu Frost et les Azubu Blaze, et ça avait été exceptionnel. Avec un geste de Daimon qui avait été... Mais cela ne nous regarde pas. Qui a été décrit comme un bonjour en russe. Ouais, exactement, c'est la spéciale, mais ça a marqué l'histoire du jeu, et c'est vrai que League of Legends c'est quand même bien mieux quand les joueurs peuvent se retrouver face à face, même si c'est pas physique, parce que bon, l'affrontement se fait avec clavier et souris, il y a quand même quelque chose d'expérience. T'as toujours ce regard, tu vois, entre les coachs, entre les joueurs, au moment où ça draft et tout. Oui, et le public vient rajouter une dose conséquente de pression dans un cercle vertueux. Plus le public crie, plus les joueurs tentent des choses extrêmement dangereuses, plus le public crie et plus la game est incroyable. Exactement. Et puis à la fin, ça finit toujours en corde vocale brisée. Ouais, exactement. C'est un classique. Et on voit les joueurs qui sont fin prêts. On attend forcément la petite correction de setting. Et on va se lancer dans cette game avec Lissandra Zach. Je l'aurais pas annoncé celle-là. Non, Lissandra, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas revu du côté compétitif. Après, c'est vrai que bon, on avait parlé, c'est la réponse
historique. Alors, est-ce qu'elle est autant historique qu'une Morgana Mid? Oui. Elle est même plus. Elle est même C'est un match-up qu'on a vu beaucoup plus. Morgana Mid dans le blanc, c'est un truc unique quasiment dans League of Legends. C'est autre chose. C'est une finale de MSI, Pound versus Faker. Mais c'est sûr que non. Le problème de Lissandra, c'est juste qu'il y a un moment donné, le champion perd son jus, quoi. Il n'y a pas de ratio, il n'y a pas de capacité. Donc tu viens, tu flashes, et puis quand on commence à avoir des cleanses et des QSS, le champion devient vraiment faible. Donc il va falloir exécuter pour cette Lissandra. Et justement, je me pose la question, on parlait notamment sur le 11.14 par rapport au 11.15 des coups en mana d'une Syndra pour obtenir une Leblanc. On se souvient aussi que ça a été une des grosses modifications qui ont fait tomber Lissandra dans la liste des priorités, qui était que son wave clear à grand coup de Q-spell avait plus de cooldown, coûtait plus de mana, faisait moins de dégâts, etc. Et le pic était donc naturellement tombé hors des counters de Leblanc viables. Ouais, exactement. C'est pas possible en fait Enfin, si tu peux pas push et aller sur les sides. Le problème, c'est que quand Lissandra peut push la wave, tu peux plus jouer parce qu'elle est tout le temps sur ta bot lane et elle appuie sur R et ton ADC meurt 12 fois. Le problème, c'est que si Lissandra peut pas wave clear, du coup, elle est beaucoup moins efficace. J'ai l'impression que les mains s'agitent sur le clavier. Peut-être que la partie n'est pas loin de reprendre, ou alors c'est juste en train de se chauffer. C'est peut-être en train de reprendre tranquillement, ou alors on teste effectivement que tout va bien. On le rappelle un peu, et ça y est, on est reparti dans la game. Missile première actuellement à 8-6 en LFL, 7-7 pour BDS qui sont actuellement à la 6ème place et qui ont besoin de sortir quelqu'un des playoffs pour y rentrer eux-mêmes. Exactement. C'est les chaises musicales, les playoffs en LFL, uniquement 5 places. Il va falloir se battre. Alors, au niveau des clears, on va avoir un clear parallèle avec Zlatan qui va bénéficier d'un leash de sa bot lane. Donc personne ne va forcer la prio bot. Et on va bien évidemment suivre Blurzor qui lui va jouer sur le side de son Renekton, ce qui est clear vers le haut de la carte, pour aller chercher cette Camille. Et la question que je me pose, c'est si on arrive à prendre prio mid et prio top pour BDS, est-ce que Blurzor, par exemple, il n'aurait pas pu couper son groupe comme à l'ancienne et traverser la carte par la mid lane pour aller chercher son vis-à-vis sur son blue buff? C'est un peu la question que je me posais, j'ai pas l'impression que ce sera le cas. Mais savoir si on pouvait autant abuse un Zac qu'à l'ancienne époque. Tu peux le faire, le problème ça va être... en fait le mieux c'est de faire blue gromp into blue, mais si tu rates, t'appelles l'arbitre et tu dis bon vous pouvez donner le point à l'équipe adverse quoi. Donc si tu joues Nidalee ou des champions qui clearent tellement vite et qui ont tellement de mobilité que tu vas pouvoir couper l'adversaire. Peut-être que Volley c'était pas le pic pour faire ça. Moi j'aurais bien vu Nidalee d'ailleurs. Jouer Nidalee, tu vois la Renekton Nida, ça marche. Renekton Nida, ou non mais Volley Nida, parce que Volley peut aussi lock et désactiver les tours, et jouer très agressif dans la jungle. Blurzor qui a préféré garder le Volley, attention l'agression peut-être sur Chico, l'arrivée de Zlatan, on va pouvoir hop, tranquillement. En sécurité, une petite icône TSM du plaisir du côté de Chico pour motiver. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas entendu la salle d'Aix-en-Provence chanter TSM. C'est vrai qu'on les a pas entendus. C'est pourtant un classique. C'est pourtant normalement dans chaque event, on doit entendre TSM. Et Blurzor du coup il a vu ce gang passer et voilà. Merci voilà. Aix-en-Provence. Voilà, non mais il faut connaître ses classiques monsieur. Et on a Blurzor qui vient chatouiller le haut de la carte mais qui va justement pas trop se risquer alors que là on pourrait penser peut-être à une invade mais on a le déplacement de la Leblanc. Ouais voilà, on vient couvrir un petit peu ce Zac qui s'est un petit peu découvert. Et du coup, qui arrivera à se mettre tranquille, non? Attends, déplacement de Aibo. On va pouvoir prendre le carapateur. Le bleu va être dur à garder. Hein. Zlatan. Et même il y a un smite. Attention à la bataille de smite. On va devoir abandonner ce groupe parce qu'on a la vision. Pas de vision. Niveau 4 contre niveau 3. On va enchaîner l'agression, le roaming de Jack Troll, la chaîne qui passe et le grab. Superbe roaming de Jack Troll. Tellement bien joué de la part de Jack Troll. Par contre, c'est difficile du côté topside. Non, ils ont réussi quand même à défendre le bleu. Ouais, je crois qu'il y a une défense de bleu comme ils ont pas pu prendre, ils ont pris le gromp mais pas le bleu. Du coup petit avantage de jungle, mais là Chico qui arrive pas à s'extirper et ça c'est gigantesque en termes de match-up parce que ça force la téléportation et je sais pas si Certus pourra pas crash la wave, sinon il aurait pu avoir TP advantage et ça détruit complètement le plan de jeu d'une Lissandra parce que tu peux TP là où elle va dive. Et on revoit justement alors la griffe qui ne permet pas de sortir de la chaîne et derrière Jack Troll le flash et il voit cette Lissandra immobilisée et il arrive à trouver ça sur un trou de souris dans le roaming. Il est tellement important. Agressivo, le dive peut-être. Agressivo, pas de chance, trop puissant. Stun ciblé plus Blurzor, beaucoup de burst. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus et c'est un kill pour les BDS. Ça y est, je pense qu'on a compris le plan de jeu BDS. Voilà, la Camille doit pas jouer. Et ça fait plaisir.
Ça bouge. Exactement, c'est agressif. Et finalement, même si Chico meurt, s'il arrive comme ça à se déplacer, juste à soutenir le déplacement de Blurzer vers Aibo, ils pourront mettre ce Renekton dans une position où la Camille ne va pas beaucoup pouvoir jouer au jeu. Regarde déjà la différence de farm entre les deux solo laners. Ouais, et puis bon, Certus a été obligé de revenir sur sa lane avec TP, donc on n'aura pas ce TP advantage. Et le kill, hein, le first blood, il faut le rappeler, était parti sur Jack Troll. Alors ça lui donne des boots et un cristal de rubis pour venir rapidement en lane. Mais clairement, on aurait préféré donner cet avantage à Certus. On n'attend pas qu'il gagne son match-up. Et on a Jack Troll justement qu'on revoit. Pour l'instant, gros avantage dans le match-up où c'est raté du côté de Certus. Très bon sidestep de Chico. Mais on a toujours cette présence de Jack Troll. J'ai l'impression que ouais, dans le match-up direct, Woolite avec son Aphelios n'est pas du tout dérangé pour prendre la priorité. Ça donne énormément d'espace à son support. Bah, le truc c'est que le push d'un Jhin, à moins quand tu mets ta grenade, il n'y a pas grand chose et sur je pense chaque timing quasiment d'Infernum voire plus c'est compliqué. Ça fait attention mal. à ce trade agressivo, du suicide, on a une barre de rage du côté de Aibo, on a un flash du côté de Aibo, pas de flash. Et on a un 6. Voilà, donc là le flash stun truelle de Aibo, c'est kill move. Ouais, mais justement, on va se déplacer. On est en train de sauver le soldat agressivo du côté Misfits. On va pas trop appuyer là où ça fait mal. Je pense qu'il devrait plutôt appuyer là où ça fait mal, justement. Et on va aller sur Aibo pour justement Zlatan jump, l'ulti qui est lancé. Ça risque d'être un kill en faveur de Misfits. Le dash, la distorsion, c'est le kill. Et il est mort. Les renforts étaient pas prêts, c'est dommage. Il avait mis sa ward, mais ça vient de tellement loin, un Zac. Et le truc, c'est que oui, on voulait crash, mais on a peut-être pas été aussi bien soutenu par la jungle et peut-être un peu la mid lane. Et Misfits première qui répond, je trouve, extrêmement bien à cette compo très early game de BDS. Ouais, c'est très bien joué. Après, tu vois, ça c'est le défaut de Chico qui, n'ayant plus de flash, ne peut plus walk up pour prendre la priorité. Et du coup, de ce manque de priorité, il y a le manque de surnombre. Et derrière, ça donne une possibilité pour Misfits de faire le play. Et alors, il y a téléportation quand même de Aibo qui va pouvoir freeze la wave top. Donc, il les garde en avantage et un contrôle de wave. Mais on va dire que c'était une game qui était injouable pour Agressivo, qui le devient potentiellement. Oui, ouais, et surtout, bon, quand on regarde les deux compositions, pendant qu'on a un grab, sans trop de dégâts et le décalage de Chico, voilà, les BDS, ils ont une alarme, ils ont une horloge qui tourne et ils sont obligés de scorer un avantage en early game. S'ils vont au scaling face à la compo des missiles premières, qui peut être une des compos des plus monstrueuses de scaling, ils sont terminés, ils sont finito. Je suis complètement d'accord. Et là, on le voit, ils essayent de jouer agressif, mais c'est pas suffisant. La wave mid n'est pas push. On va peut-être pouvoir agresser justement sur Adoté. Zlatan qui va utiliser le flash, mais les niveaux 5 qui va utiliser son passif. L'arrivée de Jack Troll peut-être pour sauver la distorsion, c'est bien joué. Et le kill qui est encore une fois pour Jack Troll, c'est dommage. Et Certus qui continue à pousser. Jailing en défense. C'est une véritable déroute. Zlatan va pouvoir remettre un jump. Attention s'il touche sur 2 joueurs et on n'aura pas Jailing, heureusement. Est-ce qu'on arrive à mettre le deuxième Q-spell? Ce ré-engage, c'est dommage, hein. Il manquait pas grand chose pour les missiles premières pour faire un véritable carton. Ouais, Chico qui va réussir à s'en sortir. Certus qui tombe. Cette phase de jeu qui sentait pas très bon pour les BDS, qui s'en sortent pas trop mal. Mais derrière, on sent quand même que avec la composante de scaling des Misfits, je trouve que l'équipe Blue Side est en train de prendre une option de victoire parce que les BDS n'arrivent pas à faire exploser la map en début de partie. Je suis complètement d'accord et on sent que les BDS le savent. Ils tentent sur chaque move, sur chaque vague, sur chaque opportunité, ils tentent d'aller très deep sous les tours, dans la jungle, à l'agression. On sentait que Chico, il avait un ulti game breaker, hein, forcément le sarcophage de glace, le tombeau de glace à ce moment-là de la partie en immobilisation unique sur une cible, c'est extrêmement fort. Et les BDS toujours très actifs, très mobiles. Attention parce qu'on est en train de commencer le héros de la faille et on voit que Chico il n'est pas encore présent, il n'a pas encore join sa team. Jack Troll et Agressivo prennent l'information, Zlatan 4 contre 3 désormais. Ça risque d'exploser du côté BDS là. Et il vaut peut-être même mieux le faire reset parce qu'on est en train de perdre l'œil. En plus le grab, attention il n'y a plus de passif du côté de ce Zac qui va se faire un centre. Le Renekton sur ce moment en early game avec son Dominus qui est un monstre, une machine. Et le go-in de Aibo qui met ça rage au milieu de la mêlée, il tank Aibo, il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Et les Misfits premières qui doivent baisser les chines. C'est très mauvais pour Misfits première et c'est excellentissime pour la team BDS. On va pouvoir voir le bilan de ce play. C'était très risqué encore une fois puisqu'on attendait l'arrivée de Chico en flanking qui arrive peut-être 2-3 secondes trop tard, mais très bonne prise de fight. Renekton, on le sait, hein, il est dodu du fait de l'early game qui a été très bon pour lui même s'il s'est fait tuer. Mais pendant tout ce temps-là, ce qu'on n'a pas noté, c'est que Jailing lui était au bot et il s'est gavé de ressources. Et regarde, l'écart-goal est gigantesque et ça part d'un 3v4 mais tellement bien joué de la part de Aibo, R2T et Blurzer. Ouais.
Et là, on a eu un doute, le grab, et le truc c'est que le Zac, il jouerait avec son passif, je pense que le fight partirait complètement pour les Misfits premières. Mais là, le Zac se fait instant, et on voit hein, tout ce que Aibo amène, et ce qu'il peut se permettre de faire déjà de flash-in au milieu de 4 joueurs, de 5 joueurs même. Et là, l'arrivée de Chico, qui va permettre de faire tomber Jack Troll. Et regarde sur le bas de la carte, ce Jhin, il est tout seul. Et Cargold, à 10 minutes de jeu, 2K, ça y est, les BDS sont dans le rythme de game dont ils ont besoin. Et on peut souffler. Je pense qu'après ça permet de respirer un grand coup, de se dire qu'on va pouvoir jouer effectivement sur du snowball, on va pouvoir essayer de prendre l'ascendant sur ce mid-game. D'ailleurs, on vient chercher le dragon dans la foulée. Et on a tenté un swap du côté de Misfits première, c'est assez étonnant parce que t'envoies ta duo lane qui était pas trop mal dans la game. Le Herald n'a pas été récupéré? Peut-être pas. J'ai l'impression que non, le Herald est... Ah si, voilà, pardon, il était grisé, c'est le côté de Blurzor, j'ai eu une grosse peur. Donc ça c'est assez bizarre parce qu'ils envoient la duo lane au niveau du Renekton, mais ils vont jamais dive un Renekton avec Aphelios Thresh. Du coup ils ouvrent le surnombre à BDS qui récupère le dragon, et là ils viennent se rendre compte que bah du coup ils devaient pas jouer comme ça, et ils renvoient la duo lane au niveau du bas de la carte, et du coup ça laisse le temps à Aibo de prendre quasiment une plate tout seul, et Aibo je pense pas qu'il va tomber là-dessus. Hein. Non, non, non. Hop, et même, Zlatan se fait peur. Par contre, il a peut-être trop voulu trade la téléportation. Il essaie de sustain. Il met tellement de dégâts. Et là, c'est un suicide. Chico est en train de mourir puisque l'arrivée de Sertus c'est un flash obligatoire. Mais on va mettre bien sûr le stun. Il a encore un ulti, Chico, et il pourra se mettre en sécurité sans l'utiliser. Quel dommage, on s'est pas entendu. C'est le Q de Zlatan qui cancel son premier dash, et du coup, il peut pas mettre le deuxième, et il se retrouve immobilisé sous la tour. C'est bien joué ça de la part de Jack Troll, et on va mettre la téléportation du côté des Misfits première, mais les dégâts sont énormes. Blurzor qui va venir smasher. Oula, était l'arrivée d'Agressivo peut-être pour aller chercher un doté. Très bonne stopwatch. Jack Troll, la stopwatch à son tour. Sertus qui va devoir s'en sortir contre J-Link sous la tour. Oh l'échec! Oh l'échec! Et Jack Troll est vivant! L'échec cuisant de ce dive double téléportation de réponse. Les joueurs ont le sang chaud pendant ce trésor. C'est pas du tout la même chose. Là c'est on stage et on sent les joueurs. Ouais, ça percute un peu. Ça fait du bien. C'est énorme parce que d'habitude on a l'inhibition du stage, et là l'impression que les BDS comme les Misfits sont décidés d'en découdre. On va revoir ce play. Ça part quand même d'un play qui a l'air très intéressant. Les Misfits première qui initient double téléportation. On se dit ouais, mais Woolite va tomber. Woolite tombe, mais derrière très bien joué de la part de R2T, mais ça suffira pas. Et là Sertus qui vient exploser J-Link sous la tour. Et c'est un play très bien réalisé de la part de Misfits. Ouais, qui récupère des kills sur des carries, notamment une Leblanc qui avance assez rapidement dans sa game, certes avec un peu plus d'une vingtaine de 16 de retard. Mais on le voit, les mercures qui arrivent, le stuff qui est en préparation, ça va devenir de plus en plus dur à gérer. Et toujours... en fait, ils sont pas assez en retard, là, les Misfits première. Non, exactement. En fait, il y avait cet écart gold de BDS sur le play précédent, mais celui-là était pas bon. Et du coup, ça a un peu reset l'écart de gold entre les deux formations. Après, il y a ce héros de la faille, on est à 13 minutes de jeu, on va l'utiliser pour prendre les plates. On le prend sur la tour la plus importante de la map, qui est la tour du mid. On est toujours devant, mais on n'est pas, comme tu dis, on n'a pas décollé, alors qu'on avait eu cette chance de prendre le lead dans la game. Attention au déplacement de la Leblanc de Sertus, qui va venir défendre ce play au cas où les BDS resteraient trop longtemps. Il y a TP advantage du côté de Aibo, donc on va envoyer le héros de la faille. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a une compo pour dive qui est absolument phénoménale. On le rappelle, Lissandra, Volley, on peut désactiver la tour, on peut se repasser l'aggro quasiment à volonté. Donc les BDS, je pense qu'à un moment, il ne faudra pas qu'ils hésitent à forcer des dives vraiment sales si les Misfits premières tentent de trop jouer la carte et de trop temporiser. Ouais, ça c'est sûr. En fait, il faudra abuser des surnombres. Créer un point de fixation sur un side, rotate et ne pas hésiter. Si on est 4v3, si on est 3v2, on a cette Lissandra comme tu l'as dit, on a ce Volibear à venir chercher les joueurs sous les tours. Après, on a des options défensives, notamment ce Thresh. C'est jamais facile de dive quand il y a un Thresh dans la game. Donc, si les Misfits arrivent à défendre les dives comme on les a vu le faire pour l'instant jusqu'alors, ça va être compliqué pour les BDS de snowball. Et encore une fois, ce Aphelios c'est pas si mal dans sa game et il va devenir une vraie menace, sachant que Zlatan lui aussi, à partir du niveau 9, il peut engage quasiment depuis son Nexus. C'est la grande force de Zac. Et on a un mouvement vers le bas de la carte. Attention à Aibo qui est peut-être un peu esselé là. Ouais,
et le Zac qui va arriver, Ultimatum X-Tech, Zlatan qui ne trouvera pas son stun, Aibo devrait s'en sortir, il a encore son flash. Et attention, on est sur un reset qui est assez intéressant du côté des BDS parce que tous les premiers mythiques viennent d'arriver, la Gale Force, le Gel éternel, le Divine Thunderer pour Blurzor. Donc là avec ce décalage vers le bot side, plus ou moins c'est un abandon de mid-lane. Est-ce qu'on va le tenter pour BDS? Là il faut le tenter, on disait justement il faut abuser les fenêtres de tir, c'est sûr qu'ils sont mobiles voilà avec ce Zac. C'est dommage, il manquait Chico. Il manquait Chico, ils ont joué pour les items mais je pense que là sur ce mouvement c'est dommage parce que Aibo encaisse tellement de pression et par exemple pour moi c'est une grande force des équipes comme K-Corp, c'est que quand tu fais ça contre K-Corp, t'as 4 joueurs qui vont dive ta mid lane. Alors c'était encore plus criant notamment avec Adam qui se retrouvait toujours à faire des 1v12 avec son Renekton et qui effectivement derrière la Carmine prenait toute la carte. Là c'est dommage, je suis d'accord que le back désynchronisé notamment de Chico permet pas d'accélérer. On va tout de même avancer sur le deuxième héros de la faille pour BDS. On veut absolument ouvrir cette mid lane et voilà, missile première pour le coup n'ont pas de raison de se commit pour ce héros. Non, de toute façon le deuxième héros de la faille a une valeur beaucoup plus faible puisqu'il n'y a plus les plates. Donc généralement c'est juste pour pouvoir tuer une tour rapidement. C'est très bien en fait si tu le donnes à un side laner. Tu vois par exemple là si Lissandra le récupère et qu'elle a sa TP, elle peut par exemple faire un truc qu'on voit de temps en temps, c'est tu drops l'héros de la fight, tu clears la wave et tu TP dans le fight, ce qui fait que tu te fais cross-map par un héros, c'est très très dangereux. Mais là en l'occurrence, oui, ils peuvent même laisser le dragon, je dirais, au Misfit première, c'est que le deuxième de la game, et jouer justement cette condition autour du Herald, des tours, des sidewaves. On sait que maintenant les T2 rapportent beaucoup de gold, et essayer de jouer pour cette accélération, parce que encore une fois, il y a une date de péremption sur leur composition. Et ouais, je suis d'accord que les BDS, le dragon c'est quasiment la dernière de leur priorité. À moins que ce soit une soul infernale ou des océans, vraiment une soul très très importante. Et même océan, je suis pas sûr que ça sauve leur game à terme. Je suis même pas certain. Ouais. Par contre l'infernal serait vraiment bien. De toute façon on va voir ça. On va prendre cette T1 mid. On va donner le Drake. Mais on n'a pas de wave. Ils ont un sbire sur lequel jouer les joueurs de BDS. Ils vont pouvoir prendre cette deuxième wave mid, peut-être essayer de fixer leurs adversaires. Il va falloir quand même défendre du côté de Misfits à un moment donné. Ouais, moi je suis d'accord avec ce choix, je suis d'accord avec le choix du dragon. Attention, le Gravitum, le grave en plus. Est-ce qu'il a le temps de mettre un ulti pour disengage? Non, il se fera complètement one shot à téléportation qui va arriver. Tous les Misfits première qui ont dans la grenade SM qui est excellente. Et le rappel de Rido juste derrière Aibo qui a pour engage avec le Dominus et un dash. Il ne faut pas sous-estimer la compo des BDS. Jacques Troll qui récupère un kill de plus. Jacques Troll qui est bien fait dans cette game. J'ai l'impression que ça aurait été mieux sur ses carries. Mais ça fait 1 pour 1. Mais je suis assez d'accord avec toi sur cette décision macro de BDS qui décide de donner un Drake, mais de prendre une énorme priorité mid et d'aller enfoncer justement cette wave mid le plus loin possible. Je pense que c'est exactement ce dont ils ont besoin. Et tu vois, les Kargold n'est pas mauvais. Il est à 2k, c'est pas suffisant pour finir la game. Mais c'est plutôt un bon choix. Et donc les BDS là, qui vont pouvoir en plus crash une wave sur une grosse wave et forcer une TP sur la T1 bot, qui est une très bonne nouvelle en termes de map control. Les BDS qui jouent en condition de victoire, Noir. Ouais, pour l'instant les voyants sont plus ou moins au vert. S'il faudrait effectivement réussir à prendre la T1 bot maintenant, à mettre un peu d'emphase là-dessus. Prio mid, la rotation par la jungle vers la T1 bot, on coupe un peu les renforts Misfit première. Vu que la T2 est déjà quasiment à l'agonie sur la mid lane, on a un enchaînement logique pour la suite de la partie de BDS. Ouais, après, voilà, on arrive quand même dans une phase de jeu un peu plus difficile parce qu'on a le tueur de Kraken pour Woolite, ou le hook qui est bien senti. Woolite peut-être qui va pouvoir mettre des dégâts sur R2T. Non, c'est bon, on va pouvoir se prémunir. Bonne vision défensive avec cette Pink Ward qui empêche la prise de vision des joueurs Misfits on va dire, plus avancés que la rivière. Par contre, on concède cette wave mid et donc on peut pas jouer. La Lissandra, elle peut plus jouer là parce qu'on a donné la wave mid, du coup, elle éclaire la wave, elle est obligée de reculer. C'est un peu ce que je demandais, hein, le push mid, puis dans la jungle, pas dans l'autre sens. Et voilà, on va avoir besoin d'y aller à plus, complètement à plus du côté des BDS. Bah c'est bien, on envoie le Renekton justement en renfort, le Renekton qui va crash une wave, enfin quasi crash une wave au niveau du top side, prendre le crabe, et là il faut réussir à contester cette prochaine wave mid. Le problème c'est que cette fois-ci, ils sont tous là pour contester le mid, mais il n'y a plus personne qui prépare de wave sur le side chez les BDS. Du coup là le blanc prend la wave avant la Lissandra, donc ils ont nulle part au rotate. Bah on va voir, là ils y vont, ils partent un peu dans cette river, mais on voit que déjà Woolite est sur le dossier. Ah là c'est bien. Il a réussi à la défendre cette wave. On arrive sur une wave canon, on a la rotation de R2T, on a Jailing qui arrive en renfort. Et on a peut-être même shift, c'est-à-dire qu'on a envoyé le top lane au niveau de la mid lane et on va partir à 4 pour aller faire tomber cette tour. C'est hyper important du côté BDS. C'est bien, c'est ce qu'on attendait. Voilà pour BDS, ça y est, la tour devrait tomber sous les coups de Chico. Rappel de Rido, on ne touche pas Woolite. Et on sera un petit peu bête, attention Zlatan qui mettra pas non plus son Q-spell. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose pour le réactiver derrière.
Et ça fait quelques golds de plus. Après, maintenant c'est objectif vision profonde du côté des BDS. Et il va falloir jouer en pique parce qu'ils ont une très bonne compo aussi pour le faire. Non, je pense que Sertus s'en sort. Et il y avait une seule distorsion. Volley Lissandra, ça peut chase assez loin. Et là, les Misfits premières qui répondent très bien. C'est-à-dire qu'ils encaissent la pression sur le side. Ils continuent à prendre la wave mid avant J-Link. Et même là, ils sont 2v1. Attention, J-Link qui est un petit peu seul, là, voilà, qui doit battre en retraite. Et on laisse cette Camille farmer. Et on l'a dit, il y a un moment donné, il y a un point critique où forcément Agressivo va avoir l'avantage sur Aibo. Et à ce moment-là, la game va être très très dure pour BDS parce que. C'est pas déjà le cas, hein. Peut-être à 2 items, je suis pas sûr parce qu'il est quand même pas mal dans sa game Aibo. Mais je suis pas un expert absolu des match-up top lane. Et de toute façon, on n'essaiera pas du côté d'Aibo. Il y a ce Zac qui est en permanence en fantôme dans la jungle. On a mis d'ailleurs justement une double pink ward de couverture. Donc Zlatan, il arrive à menacer quasiment et la top lane et la mid lane en même temps. Notamment J-Link hein, qui avait dû se repositionner. Donc Misfits première qui pour l'instant ne lâche pas encore. Non, mais les Misfits premières, encore une fois, hein, on va arriver au deuxième item sur Aphelios. Là, le blanc va aussi avoir son deuxième item. On va tous spike. C'est une compo qui est beaucoup plus forte à 2 items qu'elle ne l'était à 1. Là où les BDS, regarde l'itemisation de Chico. Il a de la CDR, il a de l'armure et il a beaucoup de CC. Mais en termes de dégâts, il fait absolument rien face à n'importe qui a un peu de PV ou des Mercury. Donc ils ont un seul carry, c'est J-Link dans la compo. Et donc ça va devenir difficile de contester les 5v5. Tentative de grab. Oh, par contre, je suis pas sûr de ce jump là pour Zlatan. Ça manque clairement de renfort. Blurzor qui tank convenablement bien, qui arrive à se repositionner avec un ulti. Chico en plein milieu dans la mêlée avec son sarcophage de Blaze. Et pour l'instant, c'est du 3 contre 5. C'est du 3 contre 5. Ils ont réussi plus ou moins à tenir. Ça ne suffit pas. Sertus peut-être qui peut arriver pour sniper. Ce que je disais, il n'y a pas trop de dégâts du côté des BDS. Sertus qui va lancer la charge sur Chico qui est obligé maintenant de reculer au respawn du dragon. Et voilà, c'est le kill pour Sertus tranquillement. Et il n'y a pas de dégâts du côté BDS. Il n'y en a pas du tout. Ils le savent, les joueurs de Misfits. Il n'y a personne qui peut vraiment faire tomber un Zac. Personne qui va faire tomber le Thresh. Personne qui va pouvoir tuer la Camille. Et si jamais Woolite joue safe, ce qu'il a bien fait dans ce fight, ça va devenir très compliqué pour les Misfits, pour les BDS. Mais on a essentiellement fight avec Blurzor, Chico et Erdoté. On n'avait pas trop au début J-Link et Aibo qui étaient là dans le fight. Et oui, dans ces conditions, on a peut-être overstay du côté des BDS. Et ça fait beaucoup de bien aux finances de Misfits première, en plus qui récupère un deuxième dragon. Ça sent pas bon hein, pour BDS. Et là on voit, c'est sûr que les mates sont loin, mais ça part d'un 3v3. Et une fois que Blurzor a mis sa rotation, J-Link il peut pas rentrer dans ce fight. Donc il est bien loin, là, ouais. Et il se fait tout le temps snipe, donc tu veux pas jouer contre le blanc avec Jhin. Mais ils peuvent pas se permettre de se battre sans leur Renekton qui est probablement à ce moment-là de leur partie leur meilleur atout. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour BDS qui on fait des très bons moves en début de partie, mais n'arrive pas, on le voit, il tourne un petit peu en rond sur la carte, il n'y a pas toujours les waves, il n'y a pas toujours les dives, et du coup, l'âme de leur composition commence un petit peu à s'essouffler. C'est-à-dire la manière dont ils doivent jouer, elle devient de moins en moins efficace avec la prise d'item du côté adverse. Et donc là, on va faire ce qu'on avait fait de mieux jusqu'à présent, c'est se regrouper mid et essayer de tenter quelque chose sur Woolite qui est un peu seul et qui risque de concéder sa tour. Allez, ça push, on met l'ulti, un peu de dégâts à la tour, tombera tout de même J-Link avec les chakras, mais le sniper qui prend une petite dose. Zlatan était quasiment prêt à réengage. Et du coup, on va push la mid wave du côté des Misfits première back, quasiment universel du côté de BDS. Il y a 2 joueurs qui vont rentrer, la duo lane. Peut-être rafraîchir le quota de pink. Là je vois par exemple que Blurzor veut pas back alors qu'il a pas de pink. Et il faut pouvoir récupérer ces pink wards et les placer profondément dans la jungle adverse une fois qu'on a pris une priorité mid pour pouvoir jouer cette compo basée sur le pick et le CC. Et là j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop d'idées sur comment jouer leur compo les BDS. C'est surtout que j'ai du mal à voir la suite. C'est-à-dire que les dragons... s'ils vont aux 4 dragons, c'est que la partie est très mal partie pour eux. Le Baron Nashor, ils ont un DPS qui est calamiteux dessus. Jhin, Lissandra, Renekton, il y a difficilement pire. Donc c'est ça, c'est-à-dire là, BDS ne peut gagner que s'il trouve un fight exceptionnel. Et plus le temps avance, et moins ce fight sera exceptionnel. Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Et peut-être sur cette wave mid, Blurzer qui va se faire alpaguer par Certus. On conteste, il faut contester cette wave mid. Et voilà, avec Thresh, c'est très très dur de walk up et d'essayer de mettre un CC parce qu'il y a toujours la lanterne qui permet de disengage. Et on va peut-être ping, voilà, on ping le baron, mais comme tu l'as dit, il n'y a aucun dégât. Et j'ai peur qu'il se fasse pulvériser sur l'objectif s'il le commence. Après, il y a un back extrêmement trolley de la part de Misfit première. Mais parce que là, il y a eu un triple back into pas de vision, sachant qu'il y avait les 4 joueurs BDS qui avaient disparu dans le brouillard sur le topside. Mais c'est pour dire, la compo de BDS est tellement pourrie que personne n'y a cru. Bah non, mais clairement, de toute façon, t'as besoin. Oh là là, le spread de dégâts. Et on est parti. Woolite qui va mettre l'ulti. Ouais, c'était peut-être un petit peu ambitieux du côté. Plaisir. Ouais. Bon, plaisir d'offrir. Et on regarde un truc très intéressant. On a ce qu'on appelle un mirroring, c'est-à-dire qu'en gros, la Camille va venir sur le même side que la Leblanc. Et le but, c'est d'essayer de faire un pick sur un side et tout de suite commencer le baron. C'est un truc qui peut être très très fort quand tu sais pas trop quoi faire en mid-game. Plutôt que de jouer 1-3-1 classique, tu vas essayer d'aller chercher un pick et créer un surnom et ensuite de forcer les adversaires à venir vers toi au niveau du baron. Mais là, il n'y a pas de pick parce qu'il n'y a pas de joueurs. Ils sont en train de concéder complètement la rivière, les joueurs de Misfits première. Ils perdent la wave bot. Et Woolite il se retrouve tout seul. Rappel de rideau, c'est couvert par Schlatan. Ouais, c'est un peu désespéré comme tentative. Et Chico, est-ce qu'il peut trouver quelque chose? Le jet éternel qui ne trouvera pas Woolite. La floraison mortelle, oui, mais pas de follow-up. Et voilà, les BDS essaient de voir comment on peut engage, comment on peut forcer les missiles premières sur des pick-up. Ouais, bah écoute, là, le blanc finalement, le plan de jouer à 2 sur le top 16 ça n'a pas marché. On envoie le blanc sur le bot side, ils ont des sides qui sont tellement durs à venir gank, peut-être sur Aggressivo, on n'a plus de E, on va pouvoir ralentir Blurzer, on n'a pas le flash, il n'y a pas de flash du côté d'Aggressivo. Ouais, je pense que ce flash de Blurzer n'avait quasiment aucune chance d'aboutir, mais pardon, il y a le reste. Ultimatum X-Tech, le kill qui est récupéré, la griffe en avant, Certus qui rentre dans la mêlée, cette distorsion qui ne touchera personne, et Jelling qui a rejoint son équipe. Attention, les missiles premières, ce fight a l'air absolument catastrophique. Attention à Woolite, est-ce que Woolite peut faire la différence? Non, regarde, il est la poussée des joueurs BDS qui vont venir chercher peut-être Woolite. On va réussir à le harponner et désormais ils sont la proie des joueurs BDS qui ne vont pas s'engager. Ils auraient peut-être pu le faire, mais ils ont peur de Certus. Certus sur Aibo, le bon poke, Schlatan qui va pouvoir sortir, l'ulti de Woolite qui repart, on réengage du côté des Misfits première, l'effort est fait, est-ce qu'ils peuvent aller chercher? Ça paraît compliqué. Certus, peut-être pour un sniping, Certus sur un doté, c'est le kill. Oh, Chico qui a failli tomber avec les dégâts du Luden, qui est tellement low, la chance lui sourit, et on va devoir partir la queue entre les jambes pour les BDS, mais les Misfits premières qui sont venus à la queue leu se faire passer à la moulinette. Ouais, c'est un play très étrange parce que on a Aggressivo qui on dirait qu'il overextend et en même temps on se dit sa team va collapse sur lui, mais sa team collapse un peu tard, BDS prend l'avantage mais décide de pas trop commit et du coup les Misfits doucement mais sûrement grappillent des dégâts et finissent par retourner cette situation et quasiment rien perdre. Et regarde maintenant c'est les premiers sorties de base, c'est eux qui prennent le 3ème Drake. On sent que ça commence à perdre en pêche du côté BDS hein. Ouf, une jolie tentative de Jelling, il avait un tout petit peu de vision avec son Blue Trinket, mais ce sera pas suffisant pour les voler et empêcher les Misfits premières d'avancer vers l'âme océan. À partir du moment où l'âme océan tombe chez Misfits première, vu le manque total de DPS de la compo BDS, et c'est pas ce Nautilus Apaisonia qui changera la donne. Ouais, et surtout sur un Zac avec une âme des océans, ça régène quoi, ça régène fort. Et c'est vrai que je commence à avoir un petit peu peur hein, pour les BDS parce que cette phase de jeu elle était très à leur avantage. Ça commence quasiment par un 4 versus 1 et ça termine en train de te faire chase. Et t'es quasiment mort du Luden. Du Certus, il snipe son adversaire, c'est presque un baron pour les Misfits premières, donc je suis inquiet pour les BDS, mais c'est pas fini. Il y a 5-1-3, Certus maintenant, il snipe à peu près n'importe qui, sauf peut-être le Renekton. Il y a quand même assez peu de résistance magie, il commence à arriver, hein. On est obligé de s'y résoudre. Et c'est peut-être un peu gênant d'ailleurs de devoir faire ce double manteau de Négatron juste pour une Leblanc. Ouais c'est sûr, mais après si jamais ils tankent pas de façon les joueurs BDS, et ça y est on perd. On sait que notre compo elle est pas bonne sur le baron, mais on sait pas quoi faire d'autre. Du coup les BDS vont commencer l'objectif. Attention, il y a un Zac, faire un baron face à un Zac c'est toujours compliqué. Schlatan positionné, on n'a pas deep vision, on va pouvoir E-in, ça va faire très mal. Schlatan qui rentre justement, on va se retourner du côté des BDS. Regarde Certus qui va essayer de jump sur Jelling qui va réussir à s'extirper, il est obligé de flash out. Free DPS pour Woolite peut-être, on n'arrive pas trop à le focus. Jelling qui arrive à se mettre sur le côté, qui trouve un très beau crit, il reste encore Woolite à 1 contre 4, peut-il le faire? Et non, retourné par les BDS. Mais je l'aurais pas cru, attention à Certus, est-ce qu'il peut réussir à faire cet exploit? Se remettre sur le baron avec si peu de DPS, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la bonne chose à faire, Noah? Certus
Certus, tu es vu Certus, il y a des wards partout, il tente l'assassinat sur Erdot, la chaîne, et pour l'instant il arrive à temporiser un tout petit peu, il n'y a personne pour l'aider, plus de floraison mortelle du côté de Jellic, on va tenter, il se fait stun, il s'est trouvé l'assassinat, il le trouve, le Nashor est sécurisé, Certus Oh, il reprend un kill. Il a fait de son mieux. Ah, c'est exceptionnel ce qu'il vient de faire. En 1v4, Certus qui vient récupérer 2 kills et priver quelques joueurs adverses du Baron. Mais ce teamfight qui vient de se dérouler juste avant cette phase de jeu, on aurait vraiment cru que les Misfits premières pourraient prendre l'avantage. Je pense que le Zac qui a pas cru, si Zlatan se jette vraiment dans le pit, je pense que c'est un cataclysme pour les BDS. Je pense aussi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Wula était en position de DPS et là, J-Link, il trouve des crits. Tac, tac. Il n'est pas non plus très... Et Aibo arrive à très mentoriser. Certus se retrouve bloqué de l'autre côté à devoir taper des tanks. Et oui, le positionnement de J-Link fait beaucoup de bien. Ouais, non mais J-Link a très bien flash. En fait, il a réussi à éviter la distorsion de Certus. Flash de l'autre côté du pit. Et là, on revoit Certus qui va tenter le snipe, qui vient chercher à doter la chaîne. Et là, il a quand même énormément de vista parce que c'est une phase de jeu qui est très compliquée. Il doit faire preuve de sang-froid. Et là, il vient chercher J-Link. Donc c'est hyper important. Il y a peu de choses près. Il pouvait y avoir catastrophe sur le Baron Nashor. Hein. Ce qui aurait été absolument exceptionnel. Et la chaîne, distorsion. Il prend 2 kills, il supprime 2 Barons Nashor. Il lâche certes une série. Après les BDS, ça y est, qui sont devant. Et avec le Baron Nashor, on l'a dit, ils ont une bonne compo pour dive. Est-ce qu'ils peuvent justement aller faire exploser la défense des joueurs Misfits première? On a la wave au niveau du top side. On est en train de prendre la priorité mid. On rotate tous sur le side. Pendant ce temps, la Camille de Agressivo qui est en train de mettre la pression et de fixer Aibo. Mais Aibo n'hésitera pas, je pense, à TP s'il le faut. Et on va venir essayer de chercher cette T2. Attention à Zlatan. C'est maintenant BDS. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Il y aura un dragon à la fin de ce timing pour éviter l'âme côté Misfits. Ils finiront certes pas la game. Là, il faudrait vraiment aller chercher l'inhibiteur. Et on commence à poke cette tour. Agressivo qui gagne du temps. Il n'y aura aucune rotation. C'est all-in, mid, rien d'autre. Pas de porte de secours. Ouais, j'ai du mal à comprendre pour l'instant le plan de jeu des BDS avec leur baron. Ils sont pas en train de créer plusieurs points de pression. Ils s'agglutinent mais ils n'osent pas taper la tour. Et de leur côté, les Misfits premières qui non plus sont très timides. On voit Zlatan qui met un E qui a l'air parfait sur 4 joueurs sous la tour. Et finalement, il se ravise et il le met juste à côté de la tour. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu de peur, il y a un petit peu de nerf sur cette game on stage. On a beaucoup donné en début de partie, mais ça y est là, chaque misplay c'est quasiment la game qui nous glisse des mains et on sent que les gens se ravisent un peu. Et puis l'enjeu est gigantesque pour ces deux équipes. On le rappelle, BDS, ils sont à une victoire de pouvoir rentrer dans les playoffs, même si c'était pas la fin des matchs. Et au contraire, Misfits première, ils arriveraient à égalité pour la 5e, 6e, 7e place. Et bon, il restera plus que 3 matchs, ce sera la semaine prochaine avec une journée potentielle de tie-break. Là, chaque défaite, c'est potentiellement une saison qui se termine. Je suis d'accord. Oh, attention, Blurzer qui est un petit peu avancé. Pas de conséquences pour le jungler des BDS. Le dragon qui spawn. La position appartient aux joueurs BDS. Attention, il y a une ward, tu le vois, pas loin du Jhin, qui pourrait être une ward de TP pour la Camille de Agressivo. Et on joue très profondément, c'est bien, du côté des Misfits des BDS. Mais c'est les Misfits premières qui sont à l'engage. L'ulti de J-Link peut-être pour venir sniper. Et on rentre, c'est bien joué du côté de Certus qui est immobilisé. Jacques Troll et Woolite, ils sont obligés de reculer. J-Link qui arrive derrière. Il est out light. Et la griffe de re-engage. Et la Nova de Chico qui arrive à temporiser. C'est Aibo en deuxième engage qui arrive. Mais pendant ce temps-là, on oublie Agressivo qui balaye toute la backline pendant que Blurzer fait le dragon. C'est le Zbeul dans ce teamfight. Ouais, Aibo qui va essayer de rentrer chez Blurzer, mais là ils sont 2v3 les joueurs de BDS, est-ce qu'ils peuvent le faire? Zlatan qui va faire la différence et c'est le triplé pour Agressivo et Blurzer maintenant qui doit utiliser son ultimate pour s'extirper. On va prendre le dragon pour BDS, mais cette phase de jeu, terrible. Je n'ai plus les mots, Noah. C'était terrible. Il y avait tout et rien dans cette phase de jeu. En fait, ils ont gagné la première phase du teamfight vraiment de façon très convaincante, les BDS, et là ils se sont dit c'est terminé. C'est terminé, on a fait notre move. Et là, on a oublié Agressivo. Blurzer, il repart au dragon. On se split bot lane, enfin front lane, back lane. Parce que là, l'engage, il est impeccable. Il pulvérise les Misfits premières à l'engage. Ouais, là, on se dit, ils peuvent jouer ça slow. Utiliser les bons chunks, les bons dégâts qu'ils ont fait sur les adversaires, reculer vers le dragon, grouper avec J-Link et Blurzer et terminer l'objectif. Mais il dive, Blurzer termine ce dragon qui est pas vraiment important. Et derrière, forcément, Agressivo qui est seul et qui joue une Camille maintenant à 30-35 minutes de jeu. Forcément, c'est une Camille à 35 minutes de jeu, donc il se balade. Parce que Aibo fait le travail de zoning qui est nécessaire. Aibo, à la limite, je dirais, il fait son travail. Là, si Blurzer, il vient assiste sa backline contre la Camille,
le teamfight il est hard win. Ouais, ah, c'est sûr et certain. Mais bon, la game n'est pas finie, Noah. Non. 33 minutes de jeu. Et je suis assez impressionné que les BDS arrivent à faire ce genre de phase de jeu, sachant qu'encore une fois, ça fait quand même 30 minutes qu'on répète qu'il y a une date de péremption, mais cette date de péremption, elle a pas l'air d'arriver. Bah non. Parce que les Misfits, j'ai l'impression, fight un peu maladroitement, et surtout les BDS arrivent à trouver de très bons positionnements de fight. Un peu paquet aussi. Un peu paquet, je trouve, les Misfits premières dans les fights. Là où on devrait s'étendre, on devrait donner de la place à Woolite, qui se retrouve pas au corps à corps d'une Lissandra Renekton qui spam des AOE. C'est sûr que la prise de fight, mais ces deux équipes, justement, je trouve qu'ils sont classées là où elles sont classées parce que, et notamment Misfits, ils ont un problème de fight. Les Misfits, ils ont beaucoup de mal. C'est pas la macro qui leur fait défaut généralement, mais on sent qu'ils ont un peu peur. Ils sont un peu inhibés par le fait de fight. On le voit, Zlatan sur son Zac, qui n'ose pas vraiment se jeter dans la backline adverse, là où tu verrais d'autres Zac le faire très facilement. Trop facilement. Ouais, souvent trop facilement. Et donc il abuse pas vraiment de son champion, il abuse pas forcément de son passif. Et de l'autre côté, BDS qui eux ont pris une compo qui est assez difficile à manœuvrer et on sent qu'ils sont pas très coordonnés non plus. Ouais, du coup c'est un peu au premier qui se donnera. Par contre là on y a vu du cœur dans cet engage, mais il a mis l'ulti en front to back. Un truc c'est qu'il met l'ulti avant même de Q, de ramener les adversaires. Et donc il a pas trop d'impact le joueur des Misfits première sur cette phase de jeu. Un peu un panic ulti, je pense qu'il a jump in, il a vu qu'il y avait 5 joueurs qui l'attendaient et on va forcer le fight au Baron Nashor. Zac qui va devoir se repositionner voilà, pour aller trouver un nouveau dash. Le grab, est-ce qu'on peut tout mettre dessus? Le rappel mortel, on arrive à mettre du burst, le Zac qui tombe pas, Jelling qui s'est mis derrière, Jelling qui est un peu free DPS, il commence à focus Tertus. Woolite de son côté fait exactement la même, l'ulti de Volibear qui arrive à temporiser avec le stopwatch. Jelling et Woolite, les deux boss de ce teamfight, les AD carry sont intouchés. Et l'arrivée d'Aggressivo pour prendre un premier pick, l'arrivée de Zlatan, un Q qui va toucher, Woolite qui va pouvoir peut-être terminer le travail du côté des Misfits premières. On va aller faire l'effort, aller chercher Jelling qui sera peut-être trop mobile pour ses adversaires, mais les Misfits premières ont eu le positionnement sur ce teamfight, notamment un Woolite complètement caché qui a pu assassiner l'intégralité de la compo BDS. Et la différence, c'est que les deux AD carry étaient free DPS, mais à ce petit jeu-là, eh bien, Aphelios, 36 minutes de jeu, c'est quasiment intestable. Rappel de rideau, Jelling qui ne peut pas laisser tout passer, ce sera Woolite qui trouvera cette dernière balle. Est-ce qu'on peut avoir un steal? Ce sera non. Et ça y est, c'est ça dont ils avaient besoin dans la game. Les joueurs de Misfits première, ils avaient besoin de ce premier play très avantageux. Aggressivo peut-être là qui vient bomber le torse face à Jelling qui est obligé de battre en retraite. Ce quatrième dragon aussi qui a l'air de se profiler. C'est peut-être le break cette phase de jeu noir. Après 36 minutes de jeu, les Misfits premières qui ont l'air d'avoir trouvé la voie, notamment grâce à Woolite qui a fait un excellentissime teamfight. Prise de position dans la rivière. Il va falloir prendre cette soul et il va falloir terminer cette game. C'est ça, c'est ce qu'on regarde maintenant. Alors s'il pouvait prendre la T1, le carapateur, assurer la vision dans cette top jungle, peut-être jouer mid-bot avec cette Camille, parce que j'ai pas l'impression qu'on soit en position sans la TP d'aller jouer le top side. Ouais, sur The Wave, de toute façon maintenant avec Woolite et surtout avec Certus qui peut mettre d'énormes dégâts en sniping sans vraiment se commit. Allez, il faut prendre cette T1 mid, c'est chose faite. Pour les Misfits, rotation, il faut push la wave bot, prendre la vision, la défendre et prendre ce dragon. Mais les BDS ont envie de se battre. J'ai l'impression. C'était un tank, pardon monsieur, la re-engage et ça sent la fin de game. On n'a même pas besoin de finir par la case dragon pour foncer jusqu'au tourelle du Nexus. Erdot qui va tomber, Aibo qui devrait tomber aussi, Zlatan le disengage. Ça va être un clean ace, peut-être un dernier survivant, c'est Chico. Il pourra pas wave clear et ça va être la game noire. Les Misfits premières au bout du suspense, au bout du scaling, qui vont aller chercher 7T2, 7T3, les 2 T4 et probablement le Nexus. Dans une game où on sentait la peur à quasiment chaque play. L'excitation, on sentait l'excitation, on sentait le public, on sentait toutes ces vibrations qui nous arrivent depuis Aix-en-Provence. Et ils n'ont pas démérité BDS, ils ont essayé beaucoup de choses, ils ont eu l'ascendant dans toute la game et ils n'ont jamais fait ce break. Et ce sera donc une victoire de Misfits première. Ouais, Misfits première qui se rassure, c'est difficile pour BDS qui ont tenté des choses et qui se retrouvent un petit peu punis désormais en termes de classement. Comme on disait, les places sont chères en LFL. Avec une victoire quand même très méritée et je pense une draft beaucoup plus facile à manœuvrer du côté des Misfits premières. Ouais, et les joueurs, oh là là, Woolite, les lunettes de soleil, superstar. Oh, Jack Troll devant son public. Ah, c'est bien. Oh là là, et on sent
On sent les sourires, on sent le plaisir pour cette équipe. Missile première qui est quand même une des grandes équipes de cette LFL qui a encore une fois un runner-up, vice-champion du Spring. Ils ont peut-être une période assez difficile et je pense que cette victoire on stage elle apporte beaucoup de je dirais détente. On va pouvoir aborder la fin de saison quand même beaucoup plus facilement parce que c'est un concurrent direct qu'on vient peut-être de sortir de la course au playoff. C'est quasiment, mais pas totalement. Grâce à cette victoire, quasiment un playoff sécurisé pour Missile Première. Donc ils sont doublement contents, ils font une belle game. Et ils la font aussi face à un public avec un temps radieux, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, bref, les nuages écrivent leur nom dans le ciel. En tout cas, c'est l'été et ça fait vachement plaisir de voir les joueurs jouer à ce niveau de jeu-là on stage. Et écoute, est-ce que c'est pas le moment où on envoie nos analystes préférés? Et on va envoyer effectivement nos analystes préférés avec un host d'une expérience et d'une qualité rare en la personne de Treton. Merci Noah, mon cher disgracieux, pour cette introduction purement parfaite. Mais très belle game des Misfits, très beau premier match, je pense, pour entamer cette soirée un petit peu spéciale en duplex avec X. On aura évidemment Twix qui nous fera des interviews de là-bas. Mais en attendant, on va parler un petit peu de la draft. Mais avant tout cela, on va accueillir Robalas ce soir. Robalas, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Tréton de m'accueillir. Écoute, très content de t'avoir avec nous. Je t'ai vu jouer à Pokémon juste avant. Maintenant, je te vois prêt pour analyser ces games avec, pour le coup, des drafts assez particuliers. Un scaling qui était bien meilleur du côté de Misfits, mon cher Marex. Ouais, tout à fait. Ils étaient un petit peu derrière dans la partie, mais il y avait la pression de ces dragons, la pression du scaling. Là, LeBlanc qui a réussi à bien tempo et bien delay la game. Honnêtement, si Certus n'avait pas été aussi carré toute la game, c'était finito, je pense, la partie. Donc, GG à lui pour la game. Vraiment. Ouais, très belle partie de Certus en effet. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du pick Zach, toi, contre la composition BDS? Tu le sentais vraiment bien? Zach c'est vraiment fort dans la méta actuelle. En face il y a très peu de cancel, pas mal de sacs à point de vie, donc Zach fait clairement le taf contre ces champions là. Ils avaient besoin d'engage du côté des Misfits, genre avoir un combo comme Zach et Aphelios, c'est vraiment bien parce que t'as vraiment de quoi tempo la frontline avec le Thresh qui protège le Aphelios, et Aphelios est censé être un petit peu free DPS, donc j'ai beaucoup aimé le combo avec le blanc. On le voit un peu moins, mais bon, là c'était un petit peu le pick peut-être sauveur pour leur draft, et on a vu que dans les teamfight late game ça faisait le taf. C'est vrai que ça fait vraiment le taf dans les teamfight late game, le fameux Thresh Aphelios qui a été très bien trouvé, et comme tu l'as dit, ce Zach qui apporte la frontline qui permet à Woolite de DPS plus ou moins dans les teamfights. Du côté des BDS, composition assez différente, mon cher Robas, avec la Lissandra qu'on n'a pas eu depuis longtemps, qui a l'air de plutôt bien marcher contre le blanc. Lissandra, je pense que ça revient un petit peu. On en a vu quelques-unes, on en a vu en LCS, etc. Enfin, ça revient. Je pense que ça revient parce que ça a été touché un petit peu sur les patchs, mais aussi parce que le blanc revient. C'est une bonne réponse. Mais en fait, le problème, c'est que le match-up, c'est vraiment un gros skill match-up. C'est pas instant win pour la Lissandra. Et ça me fait plaisir que Certus ait joué un pick comme LeBlanc, par contre. Parce que je trouve qu'on l'avait plus vu sur des mages, plus du contrôle, alors que, à mes yeux, Certus, c'est un mid laner qui est capable de jouer un peu plus agressif, un peu plus ces champions qui vont de l'avant, et il montre dans ce genre de game qui sont des games importantes. On voit très important. Le move au niveau du Nashor où il clutch, on va le voir certainement un peu plus tard en 1v4. C'est rassurant parce que ils ont besoin de ces victoires pour les playoffs et pour se sécuriser. Et je trouve vraiment que c'est important que Certus se montre sur ce style, parce qu'on l'avait à mes yeux un peu trop vu sur du contrôle et pas sur des assassins. T'en parlais, il a beaucoup joué du Renekton par exemple, du set sur la mid lane. C'est vrai que ça c'est pas forcément très Certus, alors que là on le voit en effet en 1v4. C'est peut-être le play qui change toute la game, Marex. Ça leur permet clairement de temporiser, d'éviter qu'il y ait trop de barons Nashor en face, et c'est un ensemble de détails, je pense. Juste en moyenne, à chaque teamfight, à chaque action majeure dans la partie, il a été vraiment très bon mécaniquement sur ça, le blanc, et c'est le petit truc en plus qui faisait que les Misfits ont pu à chaque fois résister, et du coup on arrivait à ce scaling qui à 4 items avec Camille était assez dingue. Je sais pas si on aura l'occasion de les voir, mais à la fin le Volibear qui a fait check le blanc et le Aphelios qui s'est fait 0,5 secondes alors qu'il avait 3-4 items, il s'est fait outscale, tout simplement. Il s'est fait totalement outscale, et dommage pour les BDS qui pourtant avaient fait un super early game. Il y a Jelling qui a fait aussi de très bons teamfights, j'ai trouvé, durant la partie. Le moment au Dragon où le volley finit peut-être ce drag pendant que les 4 fights en 4v5, c'est peut-être ce qui leur a coûté aussi un petit peu la partie, mais on le voit tout de même, une belle game de teamfight du côté des Misfits de première. Et pour parler un petit peu du MVP, vers qui votre cœur balance, mes chers analystes? Pour moi, Certus, c'est double MVP cette game. Pareil, moi je pense que jouer le blanc en se faisant counter-pick Lissandra et qu'il fasse cette game-là, surtout contre la compo en face où il fait une erreur, il se fait instant punir, je pense qu'on peut lui donner.
C'est d'autant plus en fait il avait à la fin il est top damage de la game, il avait 32 000 de dégâts et comme a dit Robalas contre une grenade ASM de Nautilus, le lock de Lissandra, sachant qu'il peut pas faire de bot du sorcier, sachant qu'il joue un assassin AP en compétitif, tu vas pas en général chercher non plus des dégâts giga délirants, il a été pixel toute la game en fait. Eh bien, Certus prend son MVP et il le mérite totalement. Il a été excellentissime durant cette game. Et je crois d'ailleurs que l'on a une interview avec Certus et Twix depuis X. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Je suis ici, bien sûr, dans le jour du trésor, le LFL Trésor Day. On est en interview avec le MVP du match. Mesdames et messieurs, accueillez, c'est bien sûr Certus. What a crazy game. It was a really crazy game. A lot of kills. Yeah. Early, mid, late game. Yes, it was incredible. 12 kills. Deserved MVP. Thank you very much. Yes. Deserved MVP. Even though Jack Troll tried to steal some kills from you guys, he had 3 kills with Trace. He was maybe trolling a little bit. But how does it feel for you to be back on stage? You just told me that it's been 2 or 3 years since you were playing on stage. Yes, like it's 2.5 years something. I was at Gamescom, yeah, and it feels incredible to be back at the stage with the crowd. Yeah. Everyone is cheering. They are indeed. Really nice atmosphere. Really nice atmosphere, and yes. Well, you deserved it because Misfits had some amazing runs, and this Summer Split run is going quite difficult because everyone is tied up. How do you feel going into the 3 last matches for your slot in playoff? Do you feel some kind of pressure between for the teams that are following you guys? I don't feel so much pressure. Like I'm pretty confident. Also, my teammates that Super Week will be also great. Yeah. Like of course we had a lot of losers, but we learned from our mistakes, and I'm pretty confident in the Super Week. Would you say today was a buff for you playing on stage? Did it make you feel better as a player? Did you feel some kind of possession to the crowd? You know, you see the moves, you see the spaces. Yes, for sure. I think it was kind of a buff because, like, I mean, it's also the champ. You know, LeBlanc, a lot of playmaking, and every time when I killed someone, they were shouting and cheering. The crowd. Thank you very much, guys. Not much else to say. You had an amazing performance with LeBlanc. You had some tough matches to follow up, of course. So, Certus, I'm really glad that I have to share this moment with you on stage. Would you like to say something to the French crowd who has been following you over the years and you can finally meet? Yes, guys, thank you very much for cheering us today, and also like for the future games. And yeah, let's have a great day all together here. Thank you very much for the support. Thank you, Certus. Thank you. Well deserved MVP. Insane on the performance today. We wish you the best. Thank you very much. Et voilà, le petit cri de guerre pour célébrer Certus. Et voilà donc l'ambiance ici au LFL Trésor Day. Messieurs, je vous laisse avec la traduction entre vos mains. C'était Certus, bien sûr, en direct de Aix-en-Provence. Le MVP, c'est à vous. Quelle ambiance du côté de Aix, ça fait très plaisir de voir ça, de voir les fans qui crient Certus à la fin. Et oui, pour la traduction, en effet, bon bah, Twix qui posait les questions relativement classiques, mais en l'occurrence, il parlait du fait que ça faisait longtemps pour le joueur que ça n'avait pas joué on stage. En l'occurrence, du côté de Certus, il a répondu que ça faisait 2 ans et demi à la Gamescom pour lui, donc ça remonte quand même pas mal. Ça fait forcément plaisir de revoir un petit peu le public, même de jouer sous pression, ça change un petit peu tout, Marex. Ouais, tout à fait. Bah, ils ont bien tenu la pression. Sortir une LeBlanc dans ces conditions 2 ans après on stage, c'est pas facile. On a senti les 10 joueurs assez libérés quand même. Il y a eu beaucoup d'actions dans la game, beaucoup de kills.
on était vraiment dans le jeu. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment que même lui au micro, il était là tranquille. Bon, après Certus, il régale en interview. Et même pour la suite, je pense que pour un joueur qui a pas vécu ces moments forts d'e-sport pendant 2 ans on stage et tout, avoir juste ce petit moment-là, ça peut peut-être le booster pour les 12 mois à venir carrément, parce que tu revis vraiment un truc que tu avais oublié et peut-être les meilleurs moments dans l'e-sport, quoi. Donc je pense que ça va faire plaisir à tous les joueurs de la ligue, même pour la suite de la compétition, même si ce sera pas comme ça online, donc Pixel. Ouais, et toi que tu lui parlais aussi un petit peu du fait que c'était très très serré dans la compétition, qu'actuellement on est quand même en confiance du côté MSI, donc on verra bien. Et leur compétition, il y a les Gamers Origin par exemple, que l'on va voir sur scène dans le match suivant contre les Easy Dream. On a pu apercevoir un petit peu Viking derrière. On se retrouve dans quelques minutes pour ce match sur OTP. L'agression de chat. Oh mon dieu, je tatane. Mais quel ulti! Mais quel ulti! Et c'est sans doute la game ici, Zab! Est-ce qu'il peut permettre justement à cette teammate de gagner le fight? Oh, l'éruption solaire de la part de Leona qui est vraiment extrêmement bonne. La shockwave du coup qui est follow-up. Et derrière, on arrive à trouver un clean ace. Il va être repéré. Attention. Attention, Chico. Chico qui recule. Chico qui est désormais tout seul. Il kite. Karim qui résiste. Oh, dans excellent. Mais derrière, peut-il s'en tirer? Il a qui tombe. Oh, c'est peut-être un très très gros play pour les BDS. Ici, le double kill. Un très bon kick défensif, l'arrivée de Toucouille Second qui va forcément tomber, et la Carmine qui est obligée de prendre ses jambes à son compte, obligée de partir. Cabochak sans un extrémiste, un petit hook défensif. Game Ward, Atomus, la Carmine jusque sous sa T2. Attention à Targabas. Oh, Tonnerre. Oh, il est incroyable. L'ulti de Tonnerre ici. Et la K-Corp qui devrait prendre extrêmement lourd. Second qui tombe en premier. Peut-on se rallier autour de Mati pour la K-Corp? Il ne reste que la botlane de la K-Corp qui se fait complètement